Ce texte a été réalisé pour la chaîne YouTube Romance The Lat. Le manoir de Renford s'élevait sur sa colline comme une pierre grise sur le paysage d'automne. Les haies brunies bordaient l'allée, et les fenêtres hautes reflétaient un ciel de plomb. Clara Ashford avait passé la nuit dans une chambre trop vaste, où le feu avait eu peine à chasser l'odeur de cire et de linge ancien. À présent, debout près de la fenêtre du salon de musique, elle attendait le thé, les doigts posés sur le dossier d'une chaise comme si le bois pouvait lui prêter un peu d'assurance. Elle n'était ici que pour quelques jours, sous prétexte de rendre visite à Lady Helena Renford, une ancienne connaissance de sa mère. Mais dès son arrivée, Clara avait compris qu'on retenait son souffle autour d'une affaire qu'on ne nommait pas encore. Lady Helena observait tout avec cette précision froide des femmes qu'on a toujours écoutées. Et Lord Adrian Renford, son fils, gardait la courtoisie un peu distraite des hommes, persuadés de pouvoir remettre au lendemain ce qu'ils n'avaient pas le courage de trancher. Ce matin-là, pourtant, il avait demandé à la voir seule. Quand Adrien entra, Clara sentit aussitôt qu'il n'avait pas la même légèreté qu'à table la veille. Il referma la porte, resta un instant immobile, puis alla se placer près du feu, sans s'asseoir. Grand, bien fait, le visage régulier, la bouche mobile, les yeux trop confiants, il avait cette aisance de celui qu'on écoute d'ordinaire sans discuter. Ce matin-là, pourtant, quelque chose s'était fêlé. « Mademoiselle Ashford, dit-il enfin, je vous dois une explication pour l'insistance avec laquelle ma mère vous a retenu ici. » Clara inclina légèrement la tête. Ma sœur Eleanor est pressée par un projet d'union qui lui répugne. Nous avons commis l'erreur de laisser entendre qu'elle pourrait être liée à un autre arrangement pour gagner du temps. Mais cela ne suffit plus. Clara sentit son attention se fixer malgré elle. Elle devinait sans peine où menait un tel aveu. Lady Helena voulait sans doute détourner un prétendant ou protéger une héritière fragile contre un mari trop âpre. Elle n'aimait déjà pas la direction que prenait la conversation. « Je ne vous comprends pas », dit-elle avec prudence. Il passa une main dans ses cheveux, geste bref qui trahissait une nervosité inhabituelle. « Je voudrais vous demander un service singulier. » Elle attendit. « Si vous consentiez à paraître pendant une saison ou deux, comme ma future épouse, personne n'insisterait pour unir ma sœur à cet homme. Les commérages se tairaient. Ma mère gagnerait du temps, et Éléanore serait en sécurité. » Le silence fut si net qu'on entendit dans la pièce voisine le léger choc d'une soucoupe. Clara le dévisagea. L'idée était si audacieuse qu'elle en devenait presque offensante. « Vous me demandez de mentir à toute votre maison, » dit-elle doucement. « Je vous demande de sauver ma sœur d'un mariage malheureux, en me faisant passer pour le commencement d'un mariage qui n'existerait pas. » Il soutint son regard. « Pour peu de temps, rien qui puisse vous porter préjudice, je veillerai à votre réputation. » La phrase la heurta plus qu'il n'avait dû l'imaginer. Comme si la réputation d'une femme se gardait dans une poche avec une clé. Pourtant, lorsqu'elle pensa à Eleanor, reçue la veille avec des yeux fatigués et reconnaissants, elle hésita. « Votre sœur sait-elle que vous me faites cette proposition ?» Un éclair de gêne passa sur son visage. « Oui, et ma mère aussi. Et vous croyez qu'aucune d'elles ne se trompe sur le prix d'une telle comédie ?» Il s'avança d'un pas. « Je crois, mademoiselle Ashford, que vous êtes la seule personne de cette maison qui puisse rendre cette affaire supportable. Vous êtes assez estimée pour que votre présence impose le respect, et assez indépendante pour ne pas risquer d'être malmenée par un prétendant trop pressé. » Clara eut un rire bref, sans joie. Voilà qui est presque flatteur. Cela se veut sincère. Sincère ? Elle leva enfin les yeux vers lui. Alors soyez-le jusqu'au bout, milord. Vous me demandez de me tenir à votre côté comme une épouse future, alors que chacun ici saura fort bien qu'il s'agira d'un arrangement. Si l'on me remarque, on parlera. Si l'on ne me remarque pas, on oubliera mon nom. Dans l'un et l'autre cas, je serai utile à votre famille, et seul quand il faudra en payer le prix. » Il ouvrit la bouche, puis la referma.
Ce petit silence lui en dit plus que des paroles. Il n'avait pas songé à elle comme à une personne lésée, seulement comme à une solution. Clara baissa les yeux sur ses gants clairs. Le feu craquait dans l'âtre. Dehors, un vent sec faisait frémir les branches contre les vitres. Elle pensa à sa mère morte, aux années plus étroites qui avaient suivi, aux dettes qu'on ne disait jamais tout haut, au peu de protection qui restait à une jeune femme sans fortune. Son orgueil lui souffla de refuser. Sa bonté hésita encore. Combien de temps demanda-t-elle enfin. Le soulagement éclaira le visage d'Adrien d'une sincérité si visible qu'elle en fut presque émue. Pas longtemps, juste assez pour rompre cette idée d'alliance. Et lorsque votre mère aura obtenu ce qu'elle souhaite, il ne répondit pas tout de suite. Ce fut presque une réponse. Clara se redressa un peu. Je veux des conditions. Lesquelles? Je ne serai ni caché ni dirigé. Si je dois passer pour votre promise, ce sera en femme reçue avec honnêteté. Non en figurante tolérée par politesse, votre sœur ne sera jamais humiliée par mon nom. Et si je juge que l'affaire devient indélicate pour moi, j'aurai le droit de partir sans qu'on tente de me retenir. Il la regarda avec une surprise nouvelle, presque admirative. Vous êtes plus sévère que je ne l'imaginais. Et vous, plus léger. Cette fois, il eut un sourire mince, involontaire. J'accepte. Elle aurait dû s'en tenir là. Elle aurait dû le remercier, réfléchir, peut-être rentrer chez sa cousine à Londres. Mais quelque chose dans son ton, dans cette assurance aimable avec laquelle il croyait déjà l'accord conclu, la fit se lever plus brusquement qu'elle ne l'avait voulu. Très bien, dit-elle. Alors, je vous aiderai, pour votre sœur, pour une durée convenable. Mais sachez une chose, Lord Adrian Renford, je ne suis pas une femme qu'on garde parce qu'elle s'est montrée utile. Il ne répondit pas tout de suite. Son regard s'arrêta sur elle, avec une intensité qu'il ne s'était pas encore permise. Je n'en ai jamais douté, dit-il enfin. Clara aurait voulu croire à cette phrase. Mais au moment où il parlait, la porte du salon s'entr'ouvrit sans bruit et la voix de Lady Helena, nette comme une lame de verre, lui parvint du corridor voisin. Il suffira qu'elle joue son rôle avec discrétion. Un arrangement de ce genre ne doit pas devenir un attachement. Clara se figea. La voix d'Adrien répondit, plus basse, plus lasse, qu'elle ne l'avait jamais entendue. Justement, il ne s'agit que d'un arrangement, rien de plus. Le monde sembla se resserrer autour d'elle. Rien de plus. Elle ne vit plus ni le feu, ni les rideaux, ni le visage d'Adrien qui s'était assombri. Tout ce qu'elle entendit fut ce mot prononcé comme une évidence pratique, comme si elle n'était déjà qu'une présence provisoire qu'on pouvait déplacer quand le besoin disparaîtrait. Rien de plus. Clara posa sa tasse avec une lenteur extrême. Puis elle ôta ses gants, un doigt après l'autre, avant de relever la tête. « Pardonnez-moi, dit-elle très calmement. Je crois que j'ai été assez utile pour la journée. » Adrian fronça les sourcils. Clara. Le son de son prénom la blessa davantage qu'un reproche. « Non, milord, vous avez dit vous-même ce qu'était cette affaire, un arrangement. » Il fit un pas vers elle. « Vous avez mal entendu ?»« J'ai très bien entendu. » Elle prit son chapeau sur la table, ramena autour de ses épaules son petit châle sombre et leva vers lui un regard d'une fermeté qui le prit au dépourvu. « Je pars, aujourd'hui. » Le rire d'Adrien la suivit jusqu'au seuil du salon. Il n'avait rien d'amer ni de cruel. Il était seulement si sûr de lui, si naturellement incrédule, qu'il lui parut plus blessant qu'une réprimande. Clara s'arrêta dans l'embrasure, la main sur le loquet, puis se retourna avec une dignité si calme qu'elle imposa silence jusque dans le couloir. « Vous plaisantez, dit-il, adossé à la cheminée. Vous êtes froissé, voilà tout. Je vous laisse 24 heures, et demain vous aurez repris votre esprit. » « Je ne crois pas, milord. » Clara. Il avait prononcé son nom avec cette familiarité d'un homme qui se croit déjà pardonné. Elle n'y entendit qu'une familiarité de trop. « Je vous ai dit que je partais aujourd'hui. » Il sourit encore, plus doucement cette fois, comme à une enfant résolue à fuir un orage. « Et où iriez-vous, je vous prie? À Londres, chez votre cousine, par ce temps.
Justement. Sa voix était si égale qu'elle en devenait presque froide. Il la regarda mieux. Son chapeau était remis, son petit sac au creux du bras, et ses gants, tenus sans hésitation, parlaient pour elle. Ce n'était pas un caprice, c'était arrêté. La porte s'ouvrit derrière lui. Lady Helena entra sans bruit, droite, impeccable, le visage déjà fermé. « Que signifie cela ?» demanda-t-elle. Adrian se tourna vers sa mère avec un sourire d'excuse. « Mademoiselle Ashford s'imagine qu'elle quittera Renford aujourd'hui. » Lady Helena jeta à Clara un regard glacé, puis revint à son fils. « Et pourquoi pas? Si elle le souhaite, elle le peut. » Clara, qui ne s'attendait pas à ce mot, leva les yeux vers la vieille dame. Elle ne savait pas s'il y avait bonté ou calcul, mais ce n'était pas une opposition. Adrien sembla moins amusé. « Mère, vous voyez bien qu'elle est contrariée. »« Je vois surtout, répondit Lady Helena d'une voix égale, qu'elle n'est pas une femme qu'on retient par moquerie. » Le sourire d'Adrien s'effaça. Il baissa les yeux vers Clara, comme s'il cherchait quelle faute il avait commise. « Je n'ai pas voulu vous offenser. Je ne vous accuse pas d'un dessein. J'ai seulement pris une résolution. » Il fit un pas vers elle. Dans le couloir, un valet s'était arrêté, le plateau à demi levé, et les voix du personnel s'étaient tues. Tout Renford semblait comprendre qu'on n'était plus dans les plaisanteries, mais dans quelque chose de plus grave. « Vous ne pouvez pas partir sur un coup de tête, » dit Adrien plus bas. « Vous êtes ici sous la protection de ma mère. Vous avez des devoirs. »« Justement, » interrompit Clara, « je n'ai plus envie d'être sous l'autorité de quelqu'un qui parle de moi, comme d'une affaire à régler. » Le sang monta aux joues d'Adrien. « Je n'ai rien dit de tel. » Elle le fixa sans colère, ce qui le déstabilisa davantage. « Non, vous l'avez laissé dire à votre place, c'est presque la même chose. » Lady Helena détourna légèrement la tête vers la cheminée. Le silence qui suivit fut si net que Clara entendit, au loin, une roue rouler sur le gravier. Elle descendit le perron sans se presser. Le matin était froid, d'une clarté pâle qui rendait tout plus sévère. Le parc s'étendait devant la maison, humide de rosée, et près des marches, les palefreniers s'activaient autour du grand landau de voyage de Lord Renford. Clara s'arrêta. Son coffre de cuir brun, puis sa petite malle, avaient déjà été portés dehors. Deux valets les soulevaient, avec cette précaution cérémonieuse qu'on réserve aux objets des gens de qualité. Et, chose plus frappante encore, on les plaçait à l'arrière du véhicule d'Adrian, comme si son départ devait s'accomplir sous le sceau même de la maison qu'elle quittait. Il la vit au même instant. Adrien avait suivi à grandes enjambées, toujours persuadé d'arriver avant l'absurde. Il ouvrit la bouche pour lancer une remarque légère, puis son regard tomba sur les coffres. Il s'arrêta net. Qu'est-ce que cela signifie? Le contremaître du domaine, qui tenait la portière du landau, se baissa presque jusqu'au sol. « Mademoiselle Ashford a ordonné que ses effets fussent prêts pour le départ, milord. » Adrien porta de nouveau les yeux sur Clara. Cette fois, il ne rit pas. « Vous aviez tout arrangé. »« Oui. » »« Depuis quand ? » ?»« Depuis que j'ai compris qu'il fallait le faire. » Il regarda de nouveau le coffre, la petite boîte à chapeau enveloppée dans une toile grise, puis les valets, le majordome à la fenêtre, Lady Helena au bas du perron, les chevaux bridés et immobiles. Il y avait là trop d'ordre pour une humeur passagère. « Vous êtes sérieuse. » Clara redressa le menton. « Absolument. » Il sembla vouloir nier l'évidence, puis ses yeux revinrent au coffre, à la poignée de cuir marquée par le voyage, à la toile grise soigneusement pliée. Vous alliez vraiment partir sans me laisser le temps de vous parler. Je vous ai donné du temps. Vous avez choisi de ne pas m'entendre. Il serra la mâchoire, et vous pensiez que je vous laisserais aller ainsi? Je pensais, dit-elle avec une douceur plus tranchante qu'une rebuffade, que vous ririez encore. Il rougit légèrement. Puis, pour la première fois depuis le matin, il n'eut aucune réplique prête. Le silence entre eux se tendit comme un fil. Enfin, il dit, d'une voix plus basse, « Clara, ne faites pas de cette maison votre ennemie. » Elle eut un bref rire. « Ce n'est pas la maison.
Ces mots le frappèrent visiblement. Il comprit aussitôt que l'offense ne venait pas seulement d'une phrase entendue derrière une porte, mais de tout ce qu'il avait supposé sans lui demander. Lady Helena descendit alors les marches, son manteau sombre retenu au cou par une agrafe de perles. « Si vous avez décidé de partir, mademoiselle Ashford, dit-elle, je ne vous retiendrai pas, mais il est plus convenable de le faire avec le plus grand calme possible. » Clara inclina la tête. « Je vous remercie, milady. » Adrien la regarda, puis sa mère, puis Clara. En une minute, il semblait voir pour la première fois trois volontés distinctes, trois cœurs distincts. « Mettez ces coffres de côté, » dit-il brusquement au cocher. « Tout de suite. » Le valet hésita. Lady Helena ne dit rien. Clara sentit son cœur battre plus vite malgré elle. « Non, milord, » dit-elle. « Je ne resterai pas pour être convaincue à demi. » Il se tourna vers elle, le visage fermé par l'effort qu'il faisait pour rester maître de lui. « Alors écoutez-moi au moins jusqu'au bout. Plus tard, pas aujourd'hui. » Il ouvrit la main, la referma. Elle vit dans ce geste la première vraie contrariété de sa vie, celle qui ne cédait ni à l'orgueil, ni aux habitudes du commandement. Autour d'eux, les domestiques n'osaient plus respirer. Le cocher avait déjà posé une main sur la portière du landau, prêt à obéir à l'ordre contraire. La scène entière, nette sous le ciel pâle, avait pris le poids d'un événement irréversible. Clara sentit alors que son départ n'était plus seulement une résolution intime. C'était devenu une affaire de maison, de rang, de regard public. Adrien l'avait compris peut-être une seconde avant elle, et c'était cela qu'il ne pouvait plus tourner en plaisanterie. « Très bien, » dit-il enfin, si bas que seules elle et sa mère purent l'entendre. « Ne partez pas encore. » Elle le regarda sans bouger. « Voilà qui, monsieur, aurait dû venir avant votre rire. » Puis elle tourna les talons et remonta lentement les marches, laissant derrière elle le landau arrêté, les coffres à moitié chargés, et un lord de Renford, qui, pour la première fois de sa vie, ne savait plus comment faire semblant. La maison de Mrs. Marsh, à Kensington, avait l'élégance étroite d'un lieu depuis longtemps habitué à recevoir des femmes qui n'avaient guère de meilleur refuge. Le salon de devant donnait sur une bande de jardin dépouillée par l'hiver, et le feu, bien que vif, apportait plus de gaieté que de chaleur. Clara y était assise, une tasse de thé qui refroidissait intacte à côté d'elle, écoutant les petits bruits domestiques d'une maison respectable qui se refermait autour d'elle, comme s'il ne s'était rien passé d'extraordinaire. Telle était la bonté de Mrs. Marsh. Elle ne posait aucune question tant que Clara n'était pas prête à y répondre, mais elle ne manquait jamais rien. La première lettre arriva avant midi. Le valet la porta sur un plateau d'argent, avec l'air d'un homme qui transporte un objet de conséquence. Clara reconnut l'écriture avant même de retourner le papier. Celle d'Adrian était droite, rapide, élégante, et même tracée à l'encre noire, vaguement assurée d'elle-même. Mrs. Marsh, qui pliait du mousseline à la fenêtre, leva aussitôt les yeux. « De Renford ?» Clara rompit le sceau sans hâte. La lettre ne contenait que quelques lignes. « Mademoiselle Ashford, si l'on me permet de regretter un sourire imprudent, je vous prie de m'accorder l'honneur de vous faire une visite cet après-midi. Je n'aurais pas dû vous laisser partir en colère. » Clara replia le papier avec grand soin. Mrs. Marsh l'observait. « Ce n'est pas des excuses, c'est un commencement. »« C'est une complication, » dit Clara. Sa cousine eut un tressaillement au coin de la bouche. « Ma chère, si les excuses d'un conte sont une complication, il y a dans la ville des femmes qui seraient ravies d'être ainsi compromises. » Clara ne sourit pas. Elle posa le billet sur la cheminée avec une telle précision qu'on eût dit moins un geste qu'un jugement. Avant que Mrs. Marsh puisse répondre, un second valet apparut, portant une longue boîte de fleuriste nouée d'un ruban vert sombre. Il semblait presque penaud au moment de la présenter. De Lord Renford, madame. À l'intérieur se trouvaient des roses blanches, une branche de violette de serre hâtive, et, plus surprenante encore, une gerbe de camélia rose pâle, le genre de fleur que la mère de Clara avait autrefois portée dans ses cheveux, un matin de printemps, des années plus tôt.
Pendant un instant, elle ne put que fixer le coffret. Madame March se pencha au-dessus de la boîte. « Il a du goût, je lui accorde cela. » Clara tendit la main, effleura un pétale froid, puis la retira comme si elle s'était brûlée. « Il a de la mémoire, » dit-elle, plus doucement qu'elle ne l'aurait voulu. « Et peut-être plus de conscience qu'il n'en a montré hier. » Clara se tourna vers le feu, le visage composé, la gorge étrangement serrée. C'était là le problème de la bonté venant d'un homme qui vous avait déjà blessé. Elle entrait par la même fissure où l'orgueil s'était brisé. La femme de chambre qui s'occupait du service à thé eut la prudence de ne rien écouter. Mais Clara sentait la maison entière prendre conscience du nom d'Adrien. Le soir, sinon avant, tout le quartier saurait que Lord Renford envoyait des fleurs à la maison de Mrs. March. « Cela aggrave tout, » dit enfin Clara. « Vraiment ? Oui, s'il s'excuse en public avant de s'être excusé en privé, tout le monde supposera que je suis le genre de femme qu'on gagne avec des roses. » Madame March eut un rire discret. « Vous ne l'êtes pas, mais il se peut qu'il soit le genre d'homme à le croire. » Clara venait à peine d'ouvrir la bouche pour répondre que l'on annonça la porte une troisième fois, et cette fois l'enveloppe était plus lourde, la cire plus sombre, le sceau marqué de ses armes. Elle ne la prit pas tout de suite. Madame March replia sa mousseline et la posa de côté. Celle-là compte. Clara emporta la lettre jusqu'à la fenêtre. Dehors, les branches nues remuaient dans la faible lumière. Elle brisa le sceau et lut debout. Cette lettre était différente. Elle était encore brève, mais l'aisance confiante en avait disparu. Adrien y écrivait qu'il avait été assez sot pour supposer qu'elle lui pardonnerait ce qu'elle avait entendu, parce qu'il n'avait pas encore compris à quel point elle avait déjà engagé son bon nom auprès de sa maison. Il reconnaissait avoir parlé trop légèrement et avoir sous-estimé à la fois son orgueil et le tort que sa négligence pouvait causer. Il ne demandait pas un pardon immédiat, mais la possibilité de lui parler de nouveau quand elle le jugerait moins indigne de cela. Clara abaissa lentement la page. C'était mieux écrit que le premier billet, bien mieux. Et pourtant, même dans ce billet plus juste, elle trouvait quelque chose qui la troublait. Il regrettait l'effet produit. Il regrettait son erreur de jugement. Mais il ne disait toujours pas ce que cela avait pu lui faire, à elle, d'être évoqué comme un arrangement, une commodité, une fiction utile. Madame March, voyant son expression, dit doucement « Eh bien, il a découvert que je suis offensée. C'est un début. » « Oui, » dit Clara, les yeux toujours sur la page, mais pas la totalité. Elle se tourna vers la cheminée et regarda la première note, puis les fleurs, puis la seconde lettre dans sa main. Il y avait quelque chose d'étrangement résolu, presque comique dans sa progression. Il avait commencé par le charme, puis la couleur, puis enfin la netteté. C'était sans doute un ordre qu'il jugeait sage, et ce n'était pas assez. Mrs. March vint se placer à côté d'elle. « Vous tenez à lui. » Clara laissa échapper un petit souffle, qui aurait pu être un rire dans un meilleur état d'âme. « Bien sûr que j'y tiens. Voilà le malheur. Ma chère, si vous tenez absolument à être offensée, vous pouvez au moins vous permettre d'être humaine à ce sujet. » Clara regarda alors sa cousine, vraiment, et sentit la pression derrière ses yeux se relâcher d'un degré. Mrs. March n'avait aucun désir de plaisanter sur son cœur pour le rendre plus docile. Elle voulait seulement qu'elle soit en sécurité. « Je ne lui répondrai pas aujourd'hui, » dit Clara. « Pas même quelques lignes ? » Pas une ligne. « Et demain ?» Clara replia la lettre et la posa soigneusement avec la première. « Demain, peut-être, s'il a appris à écrire comme un homme qui s'adresse à une femme, et non comme un gentilhomme qui gère une difficulté. Missy. » March approuva d'un petit hochement de tête, puis rapprocha d'elle les fleurs et choisit un camélia du bout des doigts. « C'est une norme tout à fait raisonnable. C'est le moins que je mérite. » À cet instant, Clara entendit la sonnette de la porte d'entrée, puis les pas du valet qui se hâtait dans le hall. Un visiteur. Elle se raidit instinctivement, imaginant quelque connaissance de Mrs. March,
avec la curiosité dangereuse d'une dame du voisinage. Au lieu de cela, lorsque le domestique reparut, il ne portait pas de carte. Seulement une autre petite enveloppe, remise par un garçon en gage qu'on lui avait dit d'attendre sans réponse. Clara la prit d'un regard qui devint presque incrédule. À l'intérieur, une seule ligne, écrite d'une main plus assurée que la précédente. « Je ne viendrai que lorsque vous me l'autoriserez. D'ici là, je demeure, avec le regret qui convient, Adrian Renford. » Madame Marsh lut par-dessus son épaule et poussa un léger sifflement. « Eh bien, dit-elle, voilà la première phrase sensée que j'ai vue sortir d'un Renford. » Clara laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas su retenir. Ce n'était pas le pardon, ce n'était même pas la réconciliation, mais c'était un changement. Il avait au moins appris qu'elle ne se laisserait pas manœuvrer par le charme et les fleurs seules. Elle posa le billet avec les autres, alla jusqu'à la fenêtre et regarda la rue londonienne humide où la lumière de l'après-midi s'éteignait déjà. Quelque part derrière ces murs de briques et ces élégants perrons, sa voiture attendrait, et pour la première fois depuis Renford, il avait accepté le mot non. Clara posa la main contre la vitre froide. « Pas avant qu'il parle convenablement, » dit-elle. Et dans le silence qui suivit, avec le parfum des roses qui embaumaient la pièce et ses lettres posées de côté non ouvertes, il lui sembla que la véritable dispute ne faisait que commencer. Le lendemain, à 4 heures précises, Mrs. Marsh fit annoncer Lord Renford dans le petit salon où Clara recevait ses visites. La pièce était plus discrète que celle de Renford la veille. Un feu calme brûlait derrière la grille. Les rideaux de damas vert avaient été tirés à demi contre le brouillard, et sur la table de marqueterie reposait le panier à ouvrage de Mrs. Marsh, une soucoupe de chocolat et les 3 billets de la veille, soigneusement alignés. Clara était assise droite dans une chaise près de la fenêtre. Elle avait choisi une robe gris-perle, simple et bien coupée, qui lui donnait un air plus grave encore. Madame Marsh demeurait à l'autre bout de la pièce, ostensiblement occupée à faire tourner une dentelle entre ses doigts. Elle n'interviendrait pas, mais personne n'aurait pu dire qu'il s'agissait d'une entrevue privée. Lorsque Adrian entra, il s'arrêta une seconde sur le seuil, comme si la présence de Mrs. Marsh l'étonnait à peine et le rassurait davantage qu'il n'aurait voulu l'admettre. Il était devenu sans cheval ni équipage de parade, seulement avec son manteau sombre, encore humide de la rue, et le visage tiré par une fatigue qu'elle ne lui connaissait pas. Il s'inclina d'abord devant Mrs. Marsh. « Madame », puis il se tourna vers Clara. Elle lui rendit sa révérence avec une politesse si parfaite qu'elle était presque une barrière. « Lord Renford ». Il fit un pas, s'arrêta, puis regarda la chaise vide placée un peu en biais devant la cheminée. Madame Marsh y avait veillé avec soin. Il ne s'y assit qu'après qu'elle eut désigné le siège d'un petit mouvement de tête. Le silence dura assez longtemps pour qu'Adrian comprenne qu'on ne le sauverait pas par la facilité. Enfin, il dit d'une voix plus basse qu'à l'ordinaire. « Je suis venu comme vous l'avez souhaité, sans fleurs, sans supposition. » Mrs. Marsh leva à peine les yeux de sa dentelle. C'est déjà un progrès remarquable. Adrian eut une légère crispation des lèvres, puis se remit à Clara. J'ai relu ce que j'avais écrit et repensé à ce que j'ai dit. Je n'avais pas le droit de parler de notre affaire comme d'un simple arrangement. Clara croisa lentement les mains sur ses genoux. Non, dit-elle, vous n'aviez pas ce droit. Il encaissa la réponse sans se défendre. J'ai cru, continua-t-il, que je vous demandais un service mesuré, que ma sœur était la seule exposée. Je n'ai pas vu que vous, en acceptant, vous mettiez aussi quelque chose en danger. Mon nom, oui, votre nom, votre position, votre tranquillité. Elle l'observa sans le soulager d'un mot. Il était moins assuré que dans le salon de Renford, et ce changement avait quelque chose d'attendrissant, non parce qu'il perdait en charme, mais parce qu'il se tenait désormais sans appui. « Vous avez ri, » dit-elle enfin. Il baissa les yeux, puis les releva vers elle. « Oui, parce que j'ai été sot, parce que j'ai cru que votre menace de partir n'était qu'une protestation, parce que je n'avais pas imaginé qu'on puisse vouloir quitter ma maison au lieu d'y rester,
et de s'expliquer. Vous pensiez que j'étais vexé. Je comprends maintenant que vous étiez humilié. La franchise, nette, fit vaciller une partie de sa dureté. Clara inspira une fois, lentement. J'aurais accepté l'erreur plus facilement si elle n'avait concerné que moi. Mais vous avez parlé de mon utilité comme d'une chose acquise. Vous m'avez prise pour une personne qu'on peut remercier plus tard. Adriane joignit les mains. Je le sais. Et je ne vous demanderai pas de me croire sur le champ si je vous dis que cela me honte. Mais c'est la vérité. Madame March toussa très légèrement derrière sa dentelle, comme pour rappeler qu'une vérité dite en société n'en devenait pas moins une vérité. Clara sentit quelque chose de plus doux que la colère glisser sous sa poitrine. Pas encore du pardon, pas assez. Mais la sincérité commençait à traverser le reste. Pourquoi maintenant demanda-t-elle. Parce que je suis parti. Parce que vous avez été contrarié devant vos domestiques. Il tourna la tête un instant vers le feu, comme s'il cherchait à ne pas mentir et à ne pas dramatiser à la fois. Parce que je vous ai vu, hier, prête à disparaître de ma maison avec vos coffres, et que j'ai compris que vous aviez réellement le pouvoir de me retirer quelque chose. Je n'ai pas aimé découvrir que cela m'importait. Elle le regarda sans parler. Il reprit, plus doucement encore. Je vous ai demandé de faire confiance à une maison qui ne vous avait pas encore prouvé digne de cela. C'était indélicat. Et je crois que j'ai pris l'habitude d'être entouré de gens qui restent. Clara sentit malgré elle une pointe de compassion. Cela ne l'excusait pas, mais cela expliquait sa maladresse. Il ne suffit pas de comprendre que les autres partent, dit-elle. Il faut aussi apprendre à ne pas leur donner envie de le faire. Un souffle presque amusé passa sur son visage, aussitôt contenu. Voilà une leçon que j'aurais dû recevoir plus tôt. Mrs. March posa enfin sa dentelle sur ses genoux. Vous n'êtes pas venu seulement pour vous humilier, j'imagine. Adrienne se redressa légèrement. Non, madame. Je suis venu demander à Miss Ashford si elle accepterait de me laisser réparer ce que je peux encore réparer. Clara le fixa. Il y avait dans sa voix quelque chose de moins brillant, de plus ferme qu'avant. Il n'essayait pas de la séduire. Il se tenait à découvert. « Et que proposez-vous » demanda-t-elle. Il ne répondit pas tout de suite, ce qui lui plut davantage qu'une réponse trop prompte. « D'abord, que vous ne m'écriviez pas si vous ne le souhaitez pas, que je ne vienne pas sans y être autorisé. Ensuite, que ma sœur puisse vous adresser ses remerciements en personne, si cela ne vous offense pas. » Et il hésita, puis reprit d'une voix plus basse. « Et que je puisse vous parler encore, quand vous le jugerez supportable. » Clara sentit la pièce s'immobiliser autour d'elle. La proposition était humble à sa manière, et plus sérieuse qu'un bouquet ou qu'une excuse. Elle l'examina comme on examine un instrument qu'on n'a pas encore décidé d'utiliser. Vous n'êtes donc plus si pressé d'obtenir un résultat. Non, pas même l'apparence d'un succès. Un éclair d'amusement passa dans ses yeux. J'aimerais beaucoup, si je dois être franc, que vous cessiez de me regarder comme un homme qui tente de vous tromper à nouveau. Alors commencez par mériter mieux. Cette fois, il sourit vraiment, mais avec prudence, comme si le sourire lui-même devait demander permission. Je le ferai. Clara baissa les yeux sur ses mains, puis les releva vers lui. Elle n'avait pas oublié l'humiliation, mais elle ne pouvait pas nier l'effort. « Je vous autoriserai à revenir, » dit-elle enfin, avant qu'elle ne se ravise. Une fois, ici, avec Mrs. March présente, et sans aucune des légèretés d'hier. Adriane se leva immédiatement, comme si elle venait de lui offrir plus qu'il n'osait espérer. « Merci. » Elle leva un doigt. « Ne me remerciez pas encore. Je ne vous ai accordé qu'une chance d'être convenable. C'est déjà beaucoup, mademoiselle Ashford, et vous la méritez à peine. » Mrs. March, qui les regardait désormais tous deux avec un calme très satisfait, reprit sa dentelle. « Voilà qui est parfaitement réglé, » dit-elle. « Le thé est froid depuis longtemps, mais la conversation, elle, commence, enfin. » Clara ne répondit pas. Elle constata seulement que Lord Renford, en s'inclinant cette fois devant elle,
le fit avec une gravité nouvelle. Et lorsqu'il releva la tête, elle vit qu'il avait compris quelque chose d'essentiel. Il ne pouvait plus compter sur son charme pour combler ce qu'il avait brisé. En quittant le salon, il ne demanda ni promesse, ni délai, ni sourire. Il demanda seulement le droit de se représenter lorsque ce serait permis. Et pour Clara, c'était assez pour savoir qu'il avait enfin commencé à l'écouter. Le dîner eut lieu 3 jours plus tard dans la maison londonienne des Renford, sur Berkeley Square, une demeure aux fenêtres hautes où l'on sentait encore, malgré les tentures neuves et les fleurs fraîches, la discipline d'une famille depuis des générations sous l'œil de la société. Clara arriva avec Mrs. Marsh, qu'il avait habillée d'une robe de soie bleu-gris et d'un châle de dentelle noire. Avant de descendre du landau, sa cousine lui serra la main. « Quoi qu'il arrive, ma chère, souvenez-vous qu'une femme n'est pas tenue de sourire à un mauvais mot. » Clara eut un léger sourire. « Je tâcherai de m'en souvenir plus vite que hier. » La porte s'ouvrit et Adrien vint lui-même au bas du perron. Il portait l'habit noir avec cette aisance qui donnait à sa tenue un air presque négligé, mais son visage était sérieux. Il s'inclina devant Mrs. Marsh, puis offrit son bras à Clara sans hâte, comme s'il voulait lui laisser tout le temps de le prendre. « Merci d'être venue, » dit-il à voix basse. Elle répondit tout aussi bas. « Ne me remerciez pas encore, j'observe. » Un éclair amusé passa dans ses yeux. Ce fut tout, mais ce peu, après les jours écoulés, avait déjà un autre poids. Dans le grand salon jaune, Lady Helena recevait ses invités, avec une dignité qui ne laissait rien paraître. À sa droite se tenait Miss Beatrice Vale, dans une robe de satin ivoire faite pour ne jamais se froisser. Clara reconnut aussitôt ce genre de beauté qui n'a pas besoin d'être aimable pour être admirée. La présentation fut brève. « Miss Ashford, » dit Lady Helena, « j'espère que vous trouverez notre dîner supportable. »« J'en suis certaine, milady. » Béatrice inclina la tête avec douceur. « Nous sommes ravis que vous ayez consenti à revoir Londres, mademoiselle. La campagne doit vous sembler bien modeste après un séjour chez les Renford. » Clara allait répondre lorsque Adrian intervint, d'un ton si calme qu'il aurait pu passer pour une simple politesse. « Miss Ashford n'a jamais eu besoin d'éclat pour être intéressante, Miss Vale. La conversation lui convient mieux que la toilette. » Béatrice tourna vers lui des yeux clairs, d'abord surpris, puis plus attentif. « Quelle chance pour nous, milord, que vous soyez devenu si sensible à la conversation. » La remarque se voulait légère. Clara y sentit pourtant une lame glisser entre les côtes. Lady Helena ne bougea pas. On annonça le dîner. Clara suivit le mouvement des convives, puis s'arrêta en découvrant sa place. Plus loin, entre un vieux cousin de la famille et un ecclésiastique taciturne, fort loin d'Adrian, qui prenait place à l'autre extrémité de la table, avec Béatrice à sa droite et Lady Helena en face de lui. Rien là que de très convenu, pensait sans doute la maîtresse de maison. Adrian, lui, regarda la chaise qu'on lui destinait, puis celle qui se trouvait près de lui. Sans se presser, il se tourna vers le maître d'hôtel. « Vous avez commis une erreur. Mademoiselle Ashford s'assiera ici. » Le serviteur hésita. Lady Helena leva les yeux. « Adrian. »« Ici, » répéta-t-il avec une douceur inflexible. Après un bref flottement, le maître d'hôtel céda. Clara sentit un trouble lui monter à la gorge. Adrian tira sa chaise avec une attention si nette que plusieurs regards se tournèrent aussitôt vers eux. Lady Helena ne protesta pas, mais son visage prit cette immobilité que Clara commençait à reconnaître comme celle d'un réel mécontentement. Le dîner s'ouvrit sur les banalités attendues. La saison des bals, le temps, les routes. Mais Clara sentait déjà tout changer autour de la place qu'Adrien lui avait donnée. À sa droite, il s'adressait à elle plus souvent qu'à quiconque. Il lui demanda son avis sur un tableau, sur le dernier concert de Miss Catalani, sur les lectures qu'elle préférait le soir. Il ne la traitait ni comme un ornement, ni comme une obligation, mais comme une femme dont il voulait entendre la voix. Cela n'échappa à personne. Béatrice, avec un sourire fin, se pencha légèrement vers lui. « Vous paraissez bien décidé à prendre l'habitude de vous occuper de mademoiselle Ashford, milord.
Cela doit être rassurant pour une invitée qui n'est ici que depuis peu. Le mot était poli, mais le coup était net. Avant que Clara ne réponde, Adrian leva les yeux. Mademoiselle Val, dit-il, je trouve que le mot passage ne convient pas à une femme qu'on invite à dîner avec l'intention très visible de la revoir souvent. Un frisson parcourut la table. Béatrice, qui n'avait pas prévu cette franchise, rougit à peine. Je ne comprends pas votre intention, milord. Je m'en doute. C'est précisément ce qui me préoccupe. Madame March, à l'autre bout de la pièce, aurait sans doute souri. Clara, elle, sentit son cœur se presser contre ses côtes. Lady Helena posa sa fourchette avec une précision glacée. Adrian, vous êtes si inutilement tranchant. Peut-être, répondit-il, mais je préfère être clair. Puis il se tourna vers Clara, et son ton changea si nettement que toute la table le perçut. Miss Ashford n'est pas ici pour convenance. Elle n'est pas non plus un arrangement qu'on remet à plus tard, jusqu'à ce qu'un meilleur projet se présente. Elle est mon invitée, et je souhaite qu'on la traite comme telle. Clara baissa les yeux sur son assiette. La chaleur qui lui montait au visage lui était presque douloureuse. Béatrice se redressa, déconcertée, mais garda sa grâce. Voilà une distinction bien nouvelle, milord. Non, dit Adrian avec calme. Elle est seulement honnête. Les domestiques passaient sans bruit avec les plats, mais Clara avait l'impression que toute la table écoutait. Lady Helena gardait le silence. C'était presque plus grave qu'une réplique. Béatrice, elle, ouvrait et refermait son éventail avec une régularité un peu trop vive. À mesure que le dîner avançait, Adrian ne se détourna plus d'elle. Il lui demanda son opinion sur la bibliothèque de Lord Chesterfield, se rappela une phrase qu'elle avait dite chez Mrs. March sur les fleurs de serre, et lui offrit même une tranche de gâteau de riz lorsque le dessert arriva. C'étaient de petites choses, presque rien pour un observateur distrait, mais personne à cette table ne l'était. Enfin, quand le café fut servi et que les hommes commencèrent à parler plus bas, Béatrice se permit une dernière pointe. « Je suppose, dit-elle avec un sourire aimable, qu'il est agréable, pour une dame dans votre situation, d'être considérée avec tant d'égards. Ce n'est pas toujours ainsi qu'une présence provisoire est reçue. » Le mot tomba froid sur la nappe. Clara sentit la gifle sans la recevoir. Adrian posa sa tasse et avec lenteur. « Miss Vale, dit-il, vous ferez bien de ne plus employer ce mot ici. Miss Ashford n'est provisoire dans l'esprit de personne qui compte, et certainement pas dans le mien. » Le silence fut si complet qu'on entendit le petit craquement d'un tison dans la cheminée. Clara releva les yeux vers lui. Il ne la regardait pas pour triompher, mais avec une fermeté si claire qu'elle en eut presque le vertige. Lady Helena détourna enfin la tête, comme si elle se retirait d'une bataille perdue. Béatrice pâlit légèrement, puis reprit son sourire d'une main trop posée. Mais le mal était fait, ou plutôt le changement. La table entière savait désormais qu'Adrian venait de choisir son camp à haute voix, devant sa mère, devant une rivale, devant deux maisons réunies. Lorsque les hommes se levèrent, il ne quitta pas Clara des yeux. Et quand, une minute plus tard, il lui offrit son bras pour regagner le salon, il le fit avec cette même simplicité résolue qui rendait les choses impossibles à désavouer. Clara posa sa main sur son avant-bras, consciente du poids de ce geste sous tous les regards, et elle comprit qu'elle n'était plus seulement une invitée qu'on tolérait. La maison de Berkeley Square venait de l'avoir placée à côté de l'héritier de Renford, et personne, à présent, ne pourrait prétendre que cela ne signifiait rien. Le matin était clair et froid, avec cette lumière de Londres qui rend les maisons sévères et les visages plus francs qu'ils ne le voudraient. Clara avait accepté l'invitation d'Éléanor à l'accompagner dans une visite de charité près de Marylebone, à une petite école paroissiale soutenue tant bien que mal par quelques familles et par l'endurance de deux femmes fatiguées. Adrian était devenu aussi. Il n'avait pas insisté, mais sa présence, à la sortie de Berkeley Square, donnait à l'expédition un autre relief. Clara ne s'était pas retournée en le voyant monter dans le landau de sa sœur. Pourtant, tout au long du trajet, elle avait senti sa proximité avec une netteté agaçante.
Eleanor, serrée dans une pelisse de laine grise, parlait avec animation. « Vous allez voir, Miss Ashford, les petites sont bien mieux élevées qu'on ne croit. Elles savent raccommoder avant même d'avoir appris à écrire correctement. Voilà une vertu que peu de jeunes dames de mon âge peuvent revendiquer, » répondit Clara. Eleanor rit, et Adrian, assis en face d'elle, leva brièvement les yeux vers Clara. « Je crois, dit-il, que c'est ce qui vous rend si redoutable. »« Redoutable, reprit-elle. Oui, vous faites paraître le reste de nous un peu paresseux. » Elle aurait pu lui répondre avec sévérité, mais il avait parlé sans allusion, sans flatterie, d'un ton si simple qu'elle en sourit presque malgré elle. L'école occupait une maison basse, mal chauffée, dont les vitres étaient couvertes de buée. Une maîtresse sèche mais zélée les reçut avec des révérences trop rapides pour être naturelles. Clara lut aussitôt dans son regard la fatigue de celles qui doivent remercier les riches tout en supportant leurs avis. Les petites filles se rangèrent dans la salle commune, en tablier propre, les mains croisées. Quelques-unes observaient Adrien avec effroi, d'autres Clara avec une curiosité plus tranquille. Eleanor distribua des rubans et des bas de laine. Adrien posa des questions à la maîtresse sur les besoins de l'école, avec un calme attentif qu'on lui voyait rarement. Clara le regardait à la dérobée, se demandant si sa bonté, jusque-là molle, pouvait devenir véritable. Le moment décisif survint sans prévenir. Au fond de la pièce, une fillette de 8 ou 9 ans, brune et pâle, toussa si fort qu'elle dut se plier en deux. Une autre enfant se recula aussitôt. La maîtresse s'approcha, embarrassée. « C'est rien, madame, dit-elle trop vite. Cet hiver l'a fait tousser. » Mais la petite avait les joues brûlantes. Clara se leva aussitôt du banc près de la fenêtre. « Puis-je la voir ?» La maîtresse hésita à peine, soulagée de céder. Clara s'agenouilla devant l'enfant. La robe de soie ne comptait plus. Elle demanda son nom, prit doucement la main maigre, examina le front, puis la respiration courte. « Vous avez froid ?» La fillette hocha la tête, honteuse. « Il n'y a pas assez de charbon dans la chambre, » murmura-t-elle. La maîtresse détourna les yeux. Un silence lourd suivit. Clara comprit que la gêne n'était pas seulement celle d'une école pauvre, mais celle d'une maison déjà au bord du manque. Elle se releva lentement. « La petite a besoin d'un feu convenable et d'un peu de repos. Et je crois, madame, qu'elle n'est pas la seule. » La maîtresse serra les lèvres. « Nous faisons ce que nous pouvons, miss. »« Je n'en doute pas, » dit Clara, avec douceur. « Mais ce que l'on peut n'est pas toujours assez. » Elle ouvrit son réticule, en tira une petite bourse, puis la referma. Ce n'était pas le geste d'une dame qui soulage sa conscience, c'était plus direct. Elle se tourna vers Adrien. « Lord Renford, voulez-vous demander à votre intendant qu'on livre demain du charbon ici et qu'un médecin du quartier examine cet enfant ?» Il la fixa un instant, surpris non par l'ordre, mais par la simplicité avec laquelle elle formulait sa demande, comme si sa parole suffisait à mettre les choses en marche. « Oui, » dit-il aussitôt. Clara inclina la tête vers la maîtresse. « Et je vous enverrai de quoi remplacer les jupons de cette classe. Ils sont trop minces pour l'hiver. » La maîtresse rougit, profondément troublée. « Miss, je ne puis accepter. »« Si vous le pouvez. Votre fierté vous y autorisera dès que vous aurez admis que les enfants grelottent. » La phrase, plus vive, eut l'effet d'un secours. La maîtresse baissa légèrement la tête. Eleanor, qui avait tout observé, s'avança avec une petite boîte de biscuits. « J'ai oublié ceci, » dit-elle à la fillette malade. « Si vous en mangez un tout de suite, vous vous sentirez moins seule. » L'enfant leva vers elle un regard immense. Adrien n'avait pas parlé depuis plusieurs minutes. Il regardait Clara, agenouillée puis debout, le visage animé d'une colère tendre qui lui allait si bien. Il aurait pu donner beaucoup d'argent à cette école, il le savait à présent. Mais il n'aurait pas su voir ce qu'elle voyait, ni se pencher à la bonne hauteur pour l'enfance, ni lire d'un coup d'œil la honte d'une maîtresse qui cache le froid par dignité. Quand il parla enfin, sa voix était plus basse. « Vous voyez tout. » Clara se tourna vers lui. « Non, je vois seulement ce que les autres préfèrent éviter. » Il soutint ce regard avec une gravité nouvelle.
Il semblait moins assuré qu'au début de la saison, moins prompt à sourire pour dominer l'instant. Quelque chose en lui s'était incliné, non par faiblesse mais par reconnaissance. La visite continua, mais tout avait changé. À la fin, quand les enfants furent rangés de nouveau, Adrien demanda lui-même le nom de la maîtresse, l'état du loyer, et s'informa, sans ostentation, de la fillette malade. Puis il prit une petite enveloppe de sa poche et la remit à la femme, avec un geste simple. Pour le charbon, dès ce soir, et pour ce que vous jugerez utile. La maîtresse, émue malgré elle, fit une révérence maladroite. Au moment de partir, Clara passa encore près de la fillette. Celle-ci avait déjà repris couleur, les doigts serrés sur le biscuit d'Eleanor. « Comment vous appelez-vous » demanda Clara. « Anne, Miss. » Clara lui remit d'un geste discret le petit mouchoir bordé de bleu qu'elle portait à sa manche. « Alors gardez cela, et faites mieux que tousser demain. » Anne hocha la tête très sérieusement. Dehors, le froid paraissait plus vif, mais Adrien ne se pressa pas de remonter en voiture. Il attendit que Clara soit sortie à son tour, puis marcha à côté d'elle jusqu'au marchepied. « Vous avez l'air de croire que je suis une philanthrope, » dit-elle à mi-voix, pour masquer le trouble que la scène avait laissé en elle. « Je vous assure que je peux être insupportable, moi aussi. » Il se tourna vers elle, et pour la première fois depuis leur querelle, le sourire qui vint à ses lèvres fut sans défense. « Je n'en doute pas, mais je crois aussi que vous avez fait davantage de bien à cette maison en 1 heure que moi, en 1 mois de visite de convenance. » Elle s'apprêtait à répondre, mais il la devança, presque avec hésitation. « Clara, j'ignorais qu'une femme pût être à la fois si douce et si redoutable. » Le nom glissa de sa bouche avec une intimité tranquille, qui la troubla plus qu'il ne l'aurait fait devant tout Londres. Elle releva les yeux vers lui. « Vous découvrez donc encore des choses ?»« Beaucoup trop, » dit-il. Il ne plaisanta pas. Il lui offrit son bras, non pour la forme, mais avec un respect visible, né de ce qu'il venait de voir et de comprendre. Clara posa sa main sur son bras. Le geste était simple, et pourtant il changeait quelque chose entre eux. Puis, Adrien aida sa sœur à monter dans le landau et jeta encore un coup d'œil vers Clara, comme un homme qui commence à comprendre qu'il vient d'apercevoir quelqu'un qu'il pourrait perdre. La petite réception du jeudi chez Lady Helena attirait un monde choisi, fait de mères attentives, de veuves bien informées et de jeunes femmes venues observer. Le salon baignait dans une lumière pâle. Les tasses fines tintaient à peine. Les éventails remuaient derrière les sourires. Clara, qui savait qu'une maison élégante ne laissait jamais personne tout à fait tranquille, se tenait près d'une fenêtre avec Eleanor, lorsque Miss Béatrice Val fut annoncée avec sa mère et Lady Duncombe, femme sèche aux nez aigus, dont les compliments sonnaient souvent comme des avertissements. Clara sentit aussitôt l'air se tendre. Lady Duncombe la salua d'un sourire mesuré. « Miss Ashford, nous nous réjouissons toutes de voir que vous avez trouvé votre place dans les environs de Renford. Il faut tant de soin aujourd'hui pour éviter les interprétations imprudentes. » Eleanor leva les yeux, confuse. Clara comprit aussitôt que la phrase n'était pas innocente. Béatrice, déjà installée comme une reine dans un fauteuil bas, fit courir son éventail avec un calme étudié. « Maman dit qu'il est toujours dangereux de se montrer trop familière dans une maison où l'on vous fait beaucoup d'honneur, n'est-ce pas, Miss Ashford? Les jeunes femmes oublient parfois qu'une attention soutenue crée des espérances. » Clara posa sa tasse sans bruit. Les espérances, Miss Vale, appartiennent à ceux qui les forment, pas toujours à ceux qui les subissent. Un léger murmure courut parmi les dames présentes. Lady Duncombe inclina la tête, comme si on venait de lui donner raison. Voilà bien ce que je disais. Dans une situation comme celle-ci, le langage même devient délicat. Une visiteuse, aussi estimable soit-elle, se trouve vite placée dans une position difficile à expliquer. Eleanor se raidit. Clara posa une main légère sur son poignet. Elle connaissait ce procédé. On ne nommait jamais la faute, on la laissait flotter dans l'air, jusqu'à ce que celle qu'on visait se sente coupable d'exister. À cet instant,
Adrian entra. Il venait de son cabinet, un pli encore sur le front, les gants à la main. Il salua sa mère, puis releva la tête au premier silence un peu trop net. Son regard glissa d'un visage à l'autre, et Clara vit qu'il avait compris d'emblée qu'on lui tendait une embuscade. Lady Helena l'invita d'un ton égal à prendre du thé. Mais Lady Duncombe, qui sentait l'occasion d'être spirituelle, dit d'un air indulgent : « Votre fils arrive à pointe, milady. Nous parlions justement de la délicatesse des positions qu'une jeune personne peut occuper dans une maison amie. Les apparences, vous savez, sont parfois fâcheuses. » Adrienne leva légèrement un sourcil. « Les apparences ne sont fâcheuses que pour ceux qui s'en servent mal, » dit-il. Le salon se figea. Lady Duncombe sourit encore, mais moins franchement. « Je ne voulais blesser personne. »« Je le sais. » Il posa ses gants sur la table. « Vous souhaitiez seulement rappeler que la médisance reste si répandue qu'il serait inconvenant de la confondre avec la vérité. » Quelques têtes se baissèrent pour cacher un sourire. Béatrice, piquée, inclina un peu la sienne. « Puisque vous parlez de vérité, milord, peut-être nous direz-vous si Miss Ashford est ici comme amie de votre mère ou comme future parente. Il serait cruel de laisser certaines dames s'imaginer plus qu'il n'y a. » Le silence s'alourdit. Clara sentit son cœur battre plus vite. Elle aurait voulu que personne ne la voie, et pourtant elle ne détourna pas les yeux. Adrian la regarda sans impatience. « Miss Vale, je trouve la distinction assez absurde. Miss Ashford est ici parce qu'elle m'est chère. » La phrase tomba dans la pièce comme un objet sur du marbre. Eleanor ouvrit les yeux. Lady Helena resta immobile. Lady Duncombe tourna lentement la tête vers son amie, comme pour vérifier qu'elle n'avait pas mal entendu. Béatrice ne perdit pas contenance, mais sa main serra l'éventail plus fort. « Cher milord. » Oui. Il ne paraissait plus vouloir arrondir ses mots. Sa voix demeurait calme, mais elle avait pris une fermeté nouvelle. « Et puisque vous semblez toutes très soucieuses de l'exactitude, je préférerais que personne ici ne parle de mademoiselle Ashford comme d'une présence provisoire ou équivoque. C'est elle qui a refusé, à juste titre, qu'on la traite comme une commodité. J'ai eu tort d'en rire. Je n'ai pas l'intention de recommencer. » Lady Duncombe cligna des yeux. « Milord, je n'ai nullement voulu insinuer. Je n'en doute pas, mais les insinuations n'en ont pas moins circulé. » Le mot fit frémir les éventails. Clara comprit alors que le mal ne venait pas seulement de cette pièce. Il y avait déjà dans la ville quelques murmures, peut-être un récit déformé de son séjour à Renford. Adrienne venait de les nommer à voix haute, et cela changeait tout. Lady Helena posa enfin sa tasse. « Et Adrien, un mot suffit parfois à compliquer inutilement les choses. » « Peut-être, mère, mais certaines choses étaient déjà compliquées avant qu'on les nomme. » Il se tourna vers Clara. Son regard, devant tout le monde, fut d'une clarté qui la troubla plus que tout le reste. « Miss Ashford n'a jamais été ici par hasard. Si elle accepte encore de nous honorer de sa présence, ce n'est pas pour que l'on mette son nom en doute sous mon toit. » Le salon entier semblait retenir son souffle. Clara sentit la chaleur lui monter aux joues. Elle aurait voulu lui reprocher de parler ainsi trop tôt, trop ouvertement, avec trop de témérité. Mais il y avait aussi, dans cette franchise, quelque chose de merveilleusement protecteur. Il ne disait pas encore ce qu'il souhaitait exactement, et c'était peut-être ce qui rendait son aveu plus fort. Il ne l'expliquait pas, il la défendait. Lady Duncombe, qui ne savait jamais quand s'arrêter, reprit prudemment. « Alors c'est donc une affaire de goût particulier, milord ?» Cette fois, Adrienne ne sourit pas. « C'est une affaire d'honneur. » Le mot coupa net toute tentative de badinage. Clara, sentant le regard de toute la pièce sur elle, redressa légèrement le menton. « Je vous remercie, » dit-elle simplement. La phrase était modeste, mais sa voix avait assez de chaleur pour que personne ne s'y trompe. Béatrice baissa les yeux. Lady Duncombe se leva bientôt pour prendre congé, emportant avec elle un air de réflexion mesurée. Les autres visites suivirent, plus tièdes, plus prudentes, comme si le salon venait de changer de température. Lorsque le dernier chapeau eut disparu, Eleanor souffla enfin. « Quelle horreur délicieuse !» murmura-t-elle. Lady Helena
la réprimanda du regard, sans vraie sévérité. Clara se tourna vers Adrian. Il se tenait un peu à l'écart, comme s'il ne s'autorisait pas encore à croire à ce qu'il venait de faire. « Vous avez fait de moi un sujet de conversation pour toute la ville », dit-elle à voix basse. « J'en ai peur. Cela vous amuse-t-il ? Non, mais je préfère 1000 fois les conversations à voix haute aux insinuations sourdes. » Elle le regarda, puis baissa les yeux vers ses propres gants. Son cœur battait plus vite qu'elle n'aurait voulu. Il avait pris un risque en la nommant ainsi, devant des femmes qui répéteraient la scène, et avec 1000 nuances. Ce n'était plus une simple correction, c'était une prise de parti visible. Lady Helena, qui les observait depuis sa chaise, dit alors avec une lenteur inquiétante, « Vous vous exposez beaucoup, mon fils. » Adrian répondit sans détour, « Oui. » Clara comprit à ce seul mot qu'il venait de faire un pas, dont il ne pourrait pas se dédire tout à fait. Le monde les regarderait autrement désormais. Et si cela lui faisait encore peur, elle ne pouvait plus prétendre qu'il s'agissait seulement d'un jeu de famille ou d'un arrangement discret. Adrian venait de rendre son nom public dans une maison où tout le monde comptait les mots. La pluie tomba d'abord en un voile fin, presque élégant, tandis qu'il sortait de chez Mrs. Bellamy, l'amie de Lady Helena, qui avait reçu Clara avec des politesses si soigneusement choisies qu'elle semblait apprise d'avance. Puis le ciel s'assombrit sur Mayfair, et les gouttes se mirent à battre les pavés assez fort pour faire courir les domestiques et presser les passants. Adrian offrit aussitôt sa voiture. Clara aurait préféré rentrer avec Mrs. Marsh, mais sa cousine s'était attardée à remercier l'hôtesse, et Eleanor avait suivi Lady Helena dans une autre pièce. Elle se retrouva donc seule avec lui sur le perron, à regarder le cocher déplier la capote, tandis qu'une odeur humide de laine et de terre montait de la rue. « Vous n'êtes pas obligé d'accepter », dit Adrien en lui présentant la main. « Je sais », répondit-elle. Mais elle prit sa main tout de même. Sa paume était chaude malgré le froid. Lorsqu'il referma les doigts sur les siens pour la guider jusqu'au marchepied, Clara sentit cette proximité avec une netteté déplaisante. À l'intérieur du landau, l'air sentait le cuir, l'humidité et un léger parfum de tabac resté dans les coussins. Adrian s'assit d'abord en face d'elle, puis, après un coup d'œil vers le cocher qui refermait la portière, il prit place à côté d'elle pour mieux parler sans hausser la voix. La voiture s'ébranla, et le bruit des roues sur les pavés les enferma aussitôt dans ce petit monde sombre et battant. Clara regarda un moment la vitre ruisselante sans rien dire. « Vous êtes très silencieuse, » dit-il enfin. « C'est une qualité rare chez moi, milord. Profitez-en. » Il eut un sourire, vite éteint. « Je voulais vous demander une chose, si vous le permettez. » Elle tourna à peine la tête. « Je vous écoute. Pas ici, pas à voix haute. Mais je voudrais que vous m'accordiez une franchise complète. Pas une réponse de politesse, une vraie. » Cela la fit le regarder de côté. Il n'avait pas son air habituel de maître de maison accommodant. Il semblait plutôt un homme qui sait que quelque chose lui échappe. « Soit, » dit-elle. « Posez votre question. » Il hésita, puis se pencha légèrement en avant. « Quand je vous ai demandé de jouer ce rôle, il y avait une pression réelle. Vous l'avez bien compris. Ma mère voulait que je considère Miss Vale. » Clara ne bougea pas. « Je l'avais deviné. Mais pas seulement elle, » continua-t-il. « Lady Duncombe, les habitudes de la saison, les visites répétées, les attentes qu'on place sur une maison comme la nôtre. Miss Vale était bouchiste à beaucoup d'égards, une candidate commode. Ma mère croit qu'un tel mariage mettrait fin à des discussions, renforcerait certaines alliances et écarterait des complications qui l'inquiètent. Des complications, répéta Clara d'une voix neutre. Il ferma un instant les yeux. Oui. La voiture prit un tournant plus vif. Clara posa une main sur le siège pour ne pas perdre l'équilibre, et lui, par réflexe, étendit le bras pour la retenir. Sa main resta une seconde sur son manchon avant de se retirer. « Pourquoi me le dire maintenant ?» demanda-t-elle. « Parce que je n'ai plus le droit d'être floue avec vous. » Elle inclina légèrement la tête.
enfin quelque chose de sensé. Il inspira. J'ai cru, au début, que votre présence nous donnerait du temps, que les choses resteraient simples. J'ai pensé que vous accepteriez parce que vous aviez assez de cœur pour Eleanor et assez de courage pour ne pas laisser ma mère seule face à ces gens-là. Clara tourna tout à fait le visage vers lui. Autrement dit, vous avez compté sur ma bonté. Oui, le mot sortit sans défense. J'ai compté sur elle trop vite, trop facilement, poursuivit-il. Et je n'ai pas assez mesuré ce que cela vous coûtait, votre nom, votre tranquillité, le fait de devoir paraître au milieu d'une maison où chacun vous regardait comme une solution ou une menace. Clara baissa les yeux vers ses gants. Le ton qu'il avait aujourd'hui n'avait rien de celui du jour où il avait ri derrière la porte. C'était donc la peur qui vous conduisait, dit-elle. Il hésita, puis acquiesça. Oui, la peur de contrarier ma mère ouvertement. La peur de voir Éléanore prise dans un système de visites et de sous-entendus. La peur d'être forcé d'expliquer mes refus à toute une saison de dames convaincues de me connaître mieux que moi-même. Il eut un petit rire sec, sans joie. Voilà une fort mauvaise collection de peurs pour un homme de mon âge. Clara ne répondit pas tout de suite. Dehors, la pluie fouettait la vitre avec plus de force. La voiture avançait dans une lumière grise. La peur, dit-elle enfin, est pardonnable. Adriane releva les yeux vers elle. Vraiment? Pour peu qu'on la nomme, pour peu qu'on ne la déguise pas en légèreté. Il hocha la tête. Elle poursuivit. Ce que je ne pardonne pas aisément, milord, ce n'est pas d'avoir eu peur. C'est d'avoir cru que cela me coûterait moins qu'à vous. Vous avez parlé comme si j'étais une personne à utiliser avec prudence, comme si mon bon nom était un paravent qu'on déplace selon le vent. Il détourna les yeux une seconde. Lorsqu'il les releva, il n'y avait plus d'orgueil en eux. Vous avez raison. Ces mots lui serrèrent la gorge, plus qu'une défense n'aurait pu le faire. La voiture ralentit un peu, prise dans un embouteillage de fiacres au coin de Piccadilly. Les roues grinçaient, les chevaux soufflaient, dans le mauvais temps. En face d'eux, le verre embué les séparait du reste du monde. « Ce n'est pas tout », dit-il plus bas. Clara demeura immobile. Je n'ai pas seulement voulu gagner du temps. J'ai aussi voulu cesser d'entendre ma mère me dire, à chaque dîner, que Miss Vale serait une épouse convenable. Convenable, solide, utile. J'en étais venu à détester ce mot. Et quand vous êtes entré dans la maison, j'ai cru, je l'ai cru sincèrement, qu'un arrangement provisoire serait sans conséquence. Sans conséquence pour qui? Il ne répondit pas tout de suite. Pour moi d'abord, dit-il enfin. J'aurais dû comprendre que vous étiez la première à payer. La voiture se remit en mouvement. L'instant était étrange. Ni déclaration, ni demande, ni pardon. Seulement une franchise tardive. Imparfaite, mais réelle. Si vous voulez ma confiance, dit-elle avec lenteur, vous devrez apprendre à parler ainsi avant qu'on vous y force, pas après. Pas quand la moitié de Londres a déjà fabriqué le reste. Il soutint son regard. Je le ferai. Ne promettez pas trop vite. Alors laissez-moi au moins vous promettre une chose plus petite. Je ne parlerai plus de vous comme d'un arrangement. Jamais. Pas même quand je serai contrarié. Cette fois, un peu de chaleur remonta malgré elle. C'est peut-être le premier engagement utile que vous m'ayez proposé. Sa bouche bougea comme pour sourire, mais il se retint. La voiture commença à ralentir de nouveau devant la maison de Mrs. Marsh. Avant qu'il ne l'aide à descendre, Adrian dit, d'une voix plus basse encore, « Clara, je croyais vous ménager en gardant certains détails pour moi. Je comprends maintenant que c'était surtout me ménager moi-même. Je vous en demande pardon. » Elle le regarda un instant, songeuse. « C'est mieux, » dit-elle enfin. « Mais il faudra davantage que des paroles quand viendra le moment de choisir entre votre mère, Miss Val et moi. » Il pâlit légèrement, non de peur, mais de compréhension. « Il viendra donc. » « Oui, » dit-elle en ouvrant déjà la portière. « Et j'aimerais que vous soyez préparés à ne pas vous en tirer par un sourire. » Elle posa la main sur la sienne pour sortir, cette fois sans trembler. À peine eut-elle mis le pied sur le trottoir qu'elle comprit que cette conversation les avait déplacés tous les deux.
Il n'était plus un homme qu'elle tenait à distance par pure défense, et elle n'était plus seulement la jeune femme blessée qu'il tentait d'apaiser. Entre eux venait de naître quelque chose de plus grave que l'attrait, et plus dangereux aussi, parce qu'il demandait désormais des choix que la pluie, la voiture et le silence ne pouvaient plus retarder. Le problème se présenta un mardi après-midi, alors que Clara était chez Mrs. Marsh et qu'un grand panier de linge, dans l'angle du salon, attendait d'être trié avec cette patience muette qui accompagne les maisons de femmes. Eleanor arriva la première, le visage pâle, les yeux un peu plus vifs que d'ordinaire, et derrière elle, Adrien, encore en manteau, apportant avec lui le froid de la rue, et une expression qu'elle lui connaissait maintenant trop bien, celle d'un homme qui a reçu un trouble et n'a pas encore décidé quelle forme lui donner. « J'espère, dit Mrs. Marsh en les voyant entrer, qu'aucun de vous n'apporte d'orage. J'ai déjà assez de linge à plier pour ne pas en ajouter au nuage. » Eleanor eut un petit rire nerveux. « Je crains que oui, madame. » Clara posa ce qu'elle tenait. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Eleanor regarda son frère, puis Clara, puis s'assit sans oser vraiment s'installer. « C'est papa. » Le mot tomba lourdement. Adrian se raidit. Leur père, le vieux comte de Ranford, vivait retiré dans le nord depuis près de 3 ans, affecté par une santé mauvaise et une humeur de plus en plus ombrageuse. On ne parlait de lui que par courtes lettres, souvent plus acerbes que tendres. « Il écrit ?» demanda Adrian. Eleanor hocha la tête. « À vous et à maman. Il a reçu des nouvelles de Londres plus rapidement qu'il ne l'aurait voulu, apparemment. » Clara sentit Adrian se fermer à moitié. Lady Helena détestait qu'on conteste ses plans, mais un père pouvait encore, à son âge, faire plier le fils. « Qu'a-t-il dit » demanda-t-il. Eleanor joua avec son ruban de poignet. « Il dit que tout cela doit cesser, que la maison a déjà trop donné matière au commérage, que vous vous montrez inconsidéré, et que, si vous n'êtes pas prête à faire un mariage convenable, il vous en présentera un lui-même. » Mrs. Marsh leva les sourcils. Voilà une menace de grand seigneur bien nourrie par la distance. Eleanor rougit un peu. Il parle surtout de Miss Vale. Clara sentit son estomac se serrer. Le nom de Béatrice dans cette bouche-là transformait tout en devoir familial. Adrian s'appuya au dossier d'une chaise. « Il veut qu'elle vienne au nord. »« Pas elle seulement, » dit Eleanor. « Il invite aussi Lady Duncombe et 2 cousins que je ne connais pas. Il prétend que s'il doit choisir une épouse pour vous, il la choisira à l'ancienne, avec des témoins. » Mrs. Marsh eut un soupir presque amusé. C'est ce que donnent les hommes quand ils sont contrariés et qu'ils ont un titre. Adrien ne sourit pas. Clara regarda les 2 frères et sœurs et comprit que la situation n'était plus une simple question de convenance londonienne. Le vieux comte entrait en scène. Cela voulait dire maison ancestrale, autorité paternelle et toute la violence polie des familles qui se croient dans leurs droits. « Il m'invite aussi, » dit Eleanor d'une voix si basse qu'on l'entendit à peine. « À vous, Miss Ashford. » Clara leva les yeux, surprise. Eleanor se hâta de poursuivre. Pas directement, mais il dit que toute personne appelée à troubler le foyer doit être vue de près avant d'être jugée. Un silence suivit. Adrian regarda Clara avec une attention nouvelle. Il n'avait probablement pas imaginé son père capable de la nommer ainsi, de l'introduire dans l'arène comme on place un témoin devant des juges. « Il espère m'intimider, » dit Clara. « Sans doute, » répondit Adrian. « Et vous ?» Il hésita. C'était assez rare pour qu'elle y prête immédiatement attention. « Je n'aime pas qu'il vous attire dans une querelle qui n'est pas la vôtre, » dit-il enfin. Pourtant, elle le devient dès lors qu'on parle de moi à ma place. La réponse fut si simple qu'il baissa les yeux. Eleanor, voyant le trouble grandir, posa une main sur le bras de son frère. « Il y a autre chose. » Mrs. Marsh cessa de plier le linge. « Eh bien ?» Eleanor se tortilla un peu, puis sortit de son réticule une feuille pliée en 2. « Papa dit aussi qu'il veut voir une lettre de votre main, Adrian, affirmant ce que vous comptez faire. Il prétend qu'il ne croira pas les rumeurs de Londres. » Adrian prit le papier, le lut, et son visage se durcit. « Il veut me faire comparaître devant lui,
avec ma propre incapacité à décider. Clara le vit immédiatement. Le coup le touchait au vif, non par le contenu, mais par le principe. Adriane supportait mal qu'on lui fasse quitter son terrain de maîtrise. Elle se leva. Alors allez-y. Il releva brusquement les yeux vers elle. En Northumberland, avec lui, avec Miss Vale, avec votre mère. Oui. Eleanor porta sa main à sa bouche, stupéfaite. Clara poursuivit, plus calmement. Si vous voulez vous dégager de cette affaire sans perdre votre père, il faut y aller avant que l'on décide à votre place. Et si Miss Vale est vraiment présentée comme un choix convenable, mieux vaut que je sois là pour voir de quoi il s'agit. Mrs. Marsh l'observa, très droite. Ma chère, vous parlez comme une femme qui se prépare à être examinée par un tribunal. Clara soutint son regard. Je ne serai pas examinée seule. Adrien s'approcha d'elle d'un pas, puis s'arrêta, comme s'il craignait que le simple fait de franchir encore la distance ne paraisse une pression. Clara, je ne vous demanderai pas cela si vous n'y teniez pas. Je n'y tiens pas. Elle le regarda, les mains jointes pour éviter de paraître trembler. Mais je tiens encore moins à rester à Londres pendant que vous êtes jugé sans moi. Quelque chose passa dans ses yeux. De la gratitude, peut-être. Et aussi autre chose, plus profond, plus dangereux, parce qu'elle comprit qu'il la prenait désormais pour une alliée réelle, non pour une femme qu'on protège en la tenant à l'écart. Si vous venez, dit-il, il faudra supporter ma mère, et la maison, et mon père. Je suis capable de beaucoup de choses désagréables, répondit-elle. Eleanor laissa échapper un petit rire tremblant. Voilà qui est très rassurant. La porte du salon s'ouvrit alors sur le domestique de Mrs. Marsh, porteur d'une deuxième lettre, arrivée à l'instant même. Il l'apporta à Adrien. Le sceau rouge du Nord était brisé à moitié, comme si le courrier avait voyagé dans l'impatience. Adrien l'ouvrit, lut, et son visage changea encore. « Il part d'Édimbourg dans 4 jours, dit-il. Il attend ma réponse avant. » Clara croisa son regard. 4 jours seulement. Une invitation qui sonnait comme un ordre. Le vieux comte venait de précipiter les choses et de rendre impossible tout retrait confortable. Le voyage au nord n'était plus une hypothèse. Adrian replia la lettre avec lenteur. « Alors nous irons. » Le pluriel avait déjà le poids d'un engagement. Madame Marsh le remarqua sans doute aussi, car elle leva les yeux vers Clara, avec un petit éclat de prudence. Clara, elle, ne se défila pas. « Oui, dit-elle simplement, nous irons. » Et pendant qu'Eleanor expirait de soulagement, et qu'Adrian restait une seconde immobile, comme s'il venait de comprendre que la maison de son père n'était plus seulement son fardeau, mais aussi l'endroit où le monde voudrait enfin les séparer ou les déclarer, Clara sentit très nettement que le plus grand risque de son histoire commençait là. Entrer, de son plein gré, dans le domaine où sa présence serait jugée devant toute une famille. La maison de Mrs. Marsh paraissait ce matin-là plus silencieuse qu'à l'ordinaire. Dans la chambre du haut, Clara avait ouvert la grande malle de voyage, au pied du lit. À côté, 2 coffres plus petits attendaient, fermés, leurs sangles de cuir croisés comme des bras. Madame Marsh se tenait près de la cheminée, une lettre à la main, le visage grave. « Vous êtes certaine ?» demanda-t-elle pour la 3e fois. Clara replia un fichu de lin, avec une précision tranquille. « Oui. » Mrs. Marsh soupira et agita la lettre. « Vous avez reçu celle du comte de Renford. Vous avez reçu celle de Lord Adrien. Vous avez même reçu, si j'ose dire, assez de complications pour nourrir un roman entier. Et malgré cela, vous choisissez de partir. » Clara posa le linge au fond de la malle. « Justement. » Mrs. Marsh s'approcha. « Ma chère, partir n'est pas toujours la même chose que se sauver. » Clara leva vers elle un regard clair, mais tendu. « Dans mon cas, je crois que c'est les deux. » Le silence de sa cousine fut bref, puis compréhensif. Elle avait vu Clara tenir bon depuis des semaines, recevoir les regards, supporter les demi-mots, relever le front chaque fois qu'on avait voulu la réduire à un arrangement.
Elle connaissait cette fatigue derrière la tenue. Clara reprit, plus doucement. Je ne partirais pas si j'avais le sentiment d'être aimé sans réserve. Mais ce n'est pas le cas. Adrien est honnête maintenant, plus qu'avant, et je lui en sais gré. Il me défend, il parle mieux, il fait ce qu'il faut. Et cela ne suffit pas encore. Mrs. Marsh plissa légèrement les lèvres. Vous lui tenez donc rigueur de n'être pas déjà parfait. Clara esquissa un sourire bref et triste. Non, je lui tiens rigueur d'avoir découvert son cœur un peu trop tard. Elle s'arrêta, puis plia ses gants. S'il m'épousait demain après m'avoir seulement appris à patienter, je crains que toute ma vie je me demande si j'ai été choisie ou simplement gardée. Mrs. Marsh baissa les yeux. La phrase avait la douceur d'une confidence et la netteté d'un verdict. Alors, vous allez au-devant de quoi demanda-t-elle. Clara ferma le couvercle d'un petit coffret où elle avait rangé des rubans, 2 lettres et le médaillon de sa mère. À Highgate d'abord. Ma vieille tante a besoin de compagnie depuis l'hiver dernier et elle m'a écrit la semaine passée. Ensuite, nous verrons. Vous lui avez donc écrit sans me le dire. Je ne voulais pas vous engager avant de savoir. Miss Marsh eut un petit soupir, mêlé d'affection et d'impuissance. Vous êtes la plus déterminée des créatures quand vous vous sentez blessée. C'est une manière élégante de dire que je suis têtue. C'est une manière élégante, oui. Le valet annonça alors, d'une voix légèrement troublée, Lord Renford. Clara se figea une seconde, puis posa très calmement les mains sur la malle ouverte. Mrs. Marsh lui adressa un regard qui disait tout ensemble courage et vigilant. « Faites-le entrer, dit-elle. Adrien entra sans chapeau, le manteau encore mouillé de la pluie du matin, le visage animé d'une hâte inhabituelle. Il s'arrêta en voyant la chambre, la malle, les coffres, le tas ordonné de vêtements sur le lit. Son regard passa de l'un à l'autre. Que signifie cela? Clara se redressa. Cela signifie ce que cela paraît signifier. Il s'avança d'un pas, puis s'immobilisa encore. Vous partez? Oui. Aujourd'hui? Oui. Il regarda Mrs. Marsh, puis Clara. Après la lettre de mon père? Oui. Après ce que nous avons décidé hier. Ce que nous avons décidé hier était que vous iriez au nord. Ce que j'ai décidé ce matin, c'est que je n'attendrai pas ici pour être emporté dans une querelle de famille, comme un paquet qu'on oublie au dernier moment. Adrien se raidit. Vous n'êtes pas un paquet? Pas pour vous, peut-être, mais pour beaucoup d'autres, si. Il la fixa une seconde, puis s'approcha, plus bas, plus sérieux. Clara, je vous ai dit la vérité. Je vous ai laissé voir le souci. Je vous ai demandé de m'accompagner parce que je veux que vous soyez présente quand tout cela sera réglé. Présente, oui. Elle serra les doigts sur le bord de la malle. Mais au milieu de quoi? D'un affrontement avec votre père, de Lady Helena, de l'éventuelle victoire de Miss Vale, qu'on présentera comme raisonnable pendant que moi, je serai l'obstination imprudente? Il pâlit légèrement. Vous croyez que je vous laisserai ainsi? Je crois que vous le pourriez sans le vouloir. C'est précisément ce qui m'inquiète. Mrs. Marsh fit mine de s'asseoir, pour leur laisser l'espace sans cesser de les entendre. Adrian regarda encore les coffres. Quand il parla, sa voix avait perdu tout charme de circonstance. Je n'ai pas changé assez vite pour mériter votre confiance complète, je le sais. Mais je vous demande de ne pas partir, avant d'avoir vu ce que je ferai là-bas. Clara secoua doucement la tête. J'ai déjà vu. Vous avez été attentif, juste, inquiet, courageux même. Mais vous avez aussi été retenu par les mêmes choses que tout le monde dans votre maison. Votre mère, votre nom, votre père. L'idée qu'une femme convenable devait vous simplifier la vie. Le regard d'Adrien se durcit, non de colère, mais parce qu'il reconnaissait la vérité. Je ne vous demande pas de simplifier ma vie. Non, non. Je vous demande seulement de ne pas me condamner à la vivre sans vous avant que j'aie pu la choisir moi-même. Clara sentit la phrase l'atteindre, avec une force inattendue. Il ne plaidait plus. Il ne s'excusait plus seulement. Il la plaçait au centre d'un choix qui comptait. Et pourtant, elle ne céda pas. « Si je reste, dit-elle,
Il faudra que ce soit parce que je peux supporter ce que je verrai, pas parce que vous m'aurez retenu au dernier moment avec un mot tendre. Adrian eut un petit mouvement de tête. Alors laissez-moi au moins vous dire ceci sans détour. J'ai l'intention d'aller au nord et de ne plus laisser ma mère traiter notre avenir comme une affaire d'invité. Si Miss Vale doit être présente, elle le sera comme toute autre personne, pas comme une conclusion. Et si mon père veut me juger, il devra me regarder en face. Clara l'examina. Et moi? Il ne baissa pas les yeux. Vous, je veux vous savoir à portée de mon choix, pas de ma complaisance. Oh, moi. Mrs. Marsh ferma un instant les yeux, comme si la phrase lui paraissait assez juste pour être gardée. Clara prit une longue inspiration. La malle ouverte lui sembla soudain ce qu'elle était depuis le début. Non pas un caprice, mais une limite. « Je ne promets rien aujourd'hui, dit-elle. Je pars à Highgate. Je reverrai ma tante. Je réfléchirai. Si vous voulez encore me parler après cela, vous le ferez en homme qui n'a plus le droit de se contenter d'être charmant. » Il s'inclina légèrement, et le geste avait maintenant quelque chose de grave. « C'est tout ce que je mérite. » Elle se détourna alors pour cacher le trouble que sa sincérité lui causait. Elle prit un châle, le plia, le remit dans la malle sans le regarder. Quand elle se retourna, Adrian tenait encore la porte ouverte sur le couloir, et l'on voyait derrière lui, dans la lumière pâle, le valet avec une boîte de voyage restée à charger. Il posa la main sur le bois de la malle, puis la retira comme s'il n'en avait pas le droit. « Je reviendrai vous parler avant le départ pour le nord, » dit-il. Clara acquiesça. Lorsqu'il sortit, la chambre sembla plus froide. Mais son départ n'avait rien d'un abandon. Il avait vu les coffres, compris qu'elle ne l'attendrait pas indéfiniment. Et pour la première fois, il lisait dans cette fuite annoncée ce qu'il risquait de perdre. Le matin du départ pour le nord, Adrien reçut sa mère dans le petit cabinet de Berkeley Square, une pièce tendue de livres et de cartes, où le feu brûlait bas malgré le froid. Lady Helena avait exigé cette entrevue avant le déjeuner. Elle entra sans bruit, mais avec cette autorité qui ne demandait pas permission. « Fermez la porte, » dit-elle. Il obéit. Elle prit place près du bureau, lissa ses gants sur ses genoux et leva vers lui un visage si calme qu'il en devenait plus sévère qu'une colère ouverte. « Je ne vais pas tourner autour de l'affaire, Adrian. Votre conduite a attiré sur la maison des regards dont nous n'avons pas besoin. Je le sais, » répondit-il. « Miss Ashford a de l'esprit. Vous l'avez admise trop facilement. Et maintenant toute la ville suppose qu'il existe entre vous quelque chose que vous n'avez pas encore confirmé. » Adrian croisa les mains derrière son dos. La ville peut supposer ce qu'elle veut. Lady Helena le fixa. Votre père n'a pas la même patience pour les suppositions. Il se raidit légèrement. C'était là le véritable enjeu. Le vieux comte avait été le maître de son enfance, dur, peu tendre, mais jamais injuste selon ses propres principes. Lady Helena s'en servait comme d'un poids qu'on n'osait pas nommer 2 fois. « J'irai le voir, » dit Adrian. Avec quelle intention? Il la regarda sans détour. Celle de ne pas me laisser choisir Miss Vale, parce qu'elle est commode. Le visage de sa mère se durcit à peine. Miss Vale est convenable. Elle est approuvée. Ce n'est pas la même chose. Lady Helena demeura immobile une seconde. « Vous vous montrez difficile pour des raisons que je ne comprends plus très bien. Parce que vous avez cru que la facilité me suffirait. » La phrase la toucha, mais elle n'en laissa rien paraître. La facilité n'est pas un crime, Adrien. Nous autres, familles anciennes, avons appris à la préférer aux désastres sentimentaux. Et moi, je commence à croire que les désastres sentimentaux sont parfois moins ruineux que les mariages de convenance. Lady Helena releva légèrement le menton. Vous parlez comme si vous étiez déjà engagé ailleurs. Il hésita une fraction de seconde. Elle le vit. Vous êtes lié à Miss Ashford, dit-elle aussitôt. Je lui ai demandé de m'accompagner au nord, répondit-il avec prudence. C'est plus que suffisant pour les langues de Londres. Qu'elle parle donc. Lady Helena le considéra un long moment, puis sortit de sa manche un billet plié.
Adrien reconnut la main nette de son père. « Il a écrit cette nuit, dit-elle. Il exige que tout cela cesse avant son arrivée. Il dit que vous vous conduisez comme un homme qui oublie ses devoirs. Et il a joint ceci. » Elle lui tendit le billet. Adrien le lut, et son visage se referma. Son père ordonnait qu'il promette par écrit de considérer Miss Vale comme la seule épouse acceptable et de cesser toute intimité avec Miss Ashford avant leur rencontre au nord. Le papier trembla légèrement entre ses doigts. Lady Helena l'observait. « Il vaut mieux que vous ne répondiez pas trop vite. Il veut me faire rentrer dans le rang. Il veut vous éviter une erreur. » Adrien releva les yeux. « Non, il veut me faire croire que la seule erreur serait d'obéir à mon propre jugement. » Sa mère ne répliqua pas immédiatement. « Vous avez donc l'intention de lui désobéir ?»« Oui. » « Ouvertement, si nécessaire. » Lady Helena se leva. « Alors vous devez savoir ce que cela signifie. Il peut suspendre votre revenu d'appoint. Il peut retarder votre installation. Il peut vous traiter comme un enfant désobéissant devant toute la famille du Nord. » Adrien serra la mâchoire. « Je sais. » Elle alla jusqu'à la cheminée, y posa les mains, puis se retourna avec lenteur. « Et Miss Ashford le sait-elle » ? Pas encore. Le silence qui suivit fut lourd, non d'indignation, mais de calcul. Puis Lady Helena dit, d'une voix plus basse, « Si vous la mêlez à cela sans lui dire ce qu'elle risque, alors vous méritez de la perdre. » Cette fois, Adrien baissa les yeux. Le coup le toucha plus que tous les reproches. Lady Helena s'en aperçut, et sa voix s'adoucit à peine. « Votre père n'est pas un homme tendre. Je ne vous l'ai jamais caché. Mais il n'est pas non plus injuste lorsqu'on lui parle franchement. Alors je lui parlerai franchement. » Et Miss Vale? Adrien se tourna vers la fenêtre. Au dehors, le brouillard de février noyait les maisons jusqu'au toit. Miss Vale mérite mieux qu'un homme qu'on pousse vers elle, comme vers une clôture bien entretenue. Lady Helena répondit impassible. Elle mérite surtout qu'on ne la ridiculise pas. Je ne la ridiculiserai pas. Je lui dirai la vérité. Elle le considéra, puis fit un léger signe de tête. « Si vous devez vous obstiner, faites-le au moins proprement. » Il eut un très bref sourire. La sévérité de sa mère s'assouplissait rarement, et seulement sous l'effet d'une honnêteté qu'elle ne pouvait mépriser. À cet instant, le domestique annonça Miss Ashford. Clara entra en robe sombre de voyage, portant un petit chapeau et des gants, qui disaient assez qu'elle n'était pas venue pour demeurer. Elle s'arrêta en voyant la scène. Lady Helena debout près de la cheminée, Adrien tenant encore le billet de son père. « Pardonnez-moi, » dit-elle avec calme. « On m'a dit que Lord Renford souhaitait me voir avant mon départ. » Adrien fit un pas vers elle. « Oui. » Lady Helena la regarda sans hostilité. « Mademoiselle Ashford, mon fils m'informe qu'il vous a demandé de l'accompagner au nord. Avant que vous n'acceptiez quoi que ce soit, vous devez savoir qu'il risque d'être désavoué s'il persiste. » Clara tourna lentement la tête vers Adrien. Le trouble qui passa sur son visage fut si net qu'il en devint difficile à regarder. « C'est vrai ?» demanda-t-elle. Il ne chercha pas à adoucir sa réponse. « Oui. » Le mot tomba entre eux avec tout son poids. Clara sentit l'ancienne sécurité se fissurer encore un peu. Il n'était plus seulement question d'un voyage difficile. Il était question d'un homme prêt à rompre une partie de son confort pour ne pas l'obliger à subir un choix qui ne serait pas le sien. Lady Helena, qui n'aimait pas les hésitations visibles, ajouta « Si vous voulez une réponse franche, ce voyage n'aura pas seulement des salons et des thés. Il aura des conséquences. » Adrien regarda Clara avec une intensité calme. « C'est pour cela que je voulais vous le dire avant de partir, pas après. » Elle prit une longue inspiration, puis retira un gant, très lentement. « Alors je vous ai peut-être mal jugé, » dit-elle. Il ne répondit pas tout de suite. On n'entendait dans le cabinet que le craquement du feu. « Peut-être, » murmura-t-il enfin. « Mais je vous promets que je ne vous jugerai plus comme une femme que l'on peut mettre à l'écart du danger pour lui faire croire qu'on la protège. » Clara soutint son regard. « Alors je viendrai. » La grande salle de bal de Berkeley Square brillait ce soir-là d'une clarté dorée,
que rendaient encore plus vives les lustres de cristal. Les musiciens avaient pris place dans la tribune, les fenêtres étaient couvertes de buée, et les robes des dames, les épaulettes des messieurs, le chatoiement des éventails et des rubans formaient ce mouvement continu qui donnait à Londres l'air d'une ruche élégante. Clara se tenait près d'une colonne, à mi-distance de la piste de danse, avec Mrs. Marsh et Eleanor non loin d'elle. Lady Helena avait donné cette réception avant le départ du Nord, sous prétexte d'honorer quelques relations de la famille. Mais Clara sentait dans chaque salut, chaque regard, que l'événement était aussi un champ de bataille poli. Adrian n'avait pas quitté ses côtés depuis le début de la soirée, sinon pour recevoir les hôtes. Lorsqu'il revenait vers elle, il le faisait avec une attention plus visible qu'à l'ordinaire, assez visible pour que les invités le remarquent, et qu'elle, malgré elle, en soit troublée. Ce n'était plus la simple correction de ces dernières semaines. C'était une présence choisie. Miss Beatrice Vale le comprit aussi. Elle parut au bout du salon avec sa mère et Lady Duncombe, vêtue d'un satin pâle qui captait la lumière à chaque pas. Elle salua Adrian avec cette douceur étudiée qui lui donnait toujours l'air d'être déjà sûre de sa place. « Milord, dit-elle, quelle salle admirable. Votre mère a le talent de faire sembler Londres plus supportable qu'il ne laisse. » « Ma mère a beaucoup de talent, » répondit Adrien. Le ton était correct. Mais Clara vit qu'il regardait Béatrice sans l'ancienne complaisance. Lady Duncombe, qui ne perdait jamais une occasion de mêler le piquant à la courtoisie, posa son lorgnon sur une petite chaîne d'or et examina Clara avec une attention quasi cérémonieuse. « Miss Ashford, j'ignorais que vous deviez accompagner Lord Renford dans le Nord. Il faut croire que certaines amitiés se prolongent au-delà des convenances habituelles. » Clara allait répondre, mais Eleanor serra légèrement son bras. Adrienne, lui, fit un pas en avant. « Lady Duncombe, vous êtes trop bonne de vous intéresser à nos arrangements familiaux. » Le mot « arrangement » glissa comme une glace fine. Béatrice inclina la tête. « Nous nous intéressons toutes, je crois, à ce qui doit devenir clair. Les rumeurs, à Londres, s'encombrent vite de détails inutiles. » À cette phrase, plusieurs personnes proches se tournèrent imperceptiblement vers eux. Les mots avaient été choisis pour paraître modestes, mais le sens était précisément celui qu'on espérait entendre. Clara sentit son cœur battre plus vite. Miss Val regardait Seth Adrian, non Clara, comme si elle savait à qui adresser sa pointe. Adrian garda un instant le silence, puis il dit avec un calme si net qu'il attira d'un seul coup l'attention de ceux qui se trouvaient autour. « Puisque les rumeurs vous préoccupent, Miss Vale, je puis les éclairer sans détour. » Les conversations voisines s'éteignirent. Miss Marsh releva la tête. Eleanor ouvrit légèrement la bouche. Adrian se tourna vers Clara, puis vers le petit cercle de dames et de cavaliers qui s'était formé à portée d'oreille. « Miss Ashford a accepté, à une certaine époque, de paraître dans ma maison, dans une intention qui n'aurait jamais dû la placer en cause. J'ai commis l'erreur de croire que cette fausse apparence resterait sans conséquence pour elle. » Un frémissement parcourut la salle. Béatrice pâlit à peine, mais sa main se crispa sur son éventail. « Une fausse apparence ?» répéta-t-elle, d'un ton qui cherchait encore la grâce. Adrian inclina légèrement la tête. « Oui, un arrangement mal imaginé, dans le seul but de protéger ma sœur d'une pression indésirable. Miss Ashford n'avait aucune obligation de m'aider, et je n'avais aucun droit de traiter son nom comme un instrument. » Lady Helena, qui venait de s'approcher avec une lenteur parfaite, s'immobilisa à ces mots. Clara sentit la pièce entière retenir son souffle. Adrian continua, la voix plus ferme encore. « Ce que tout le monde a pris pour une compromission n'en était pas une. C'était une maladresse de ma part, et elle n'aura plus lieu. » Béatrice le regardait désormais fixement. « Alors tout cela n'était qu'un déguisement, milord ?» « Au commencement, oui. » Il se tourna de nouveau vers Clara. Cette fois, il ne parlait plus pour le salon, mais pour elle, même si tous l'entendaient. « Ce que je n'ai pas dit assez tôt
Et ce que je dois dire maintenant devant témoins, c'est que je n'entends plus laisser ce malentendu gouverner la suite. Miss Ashford n'est pas, et n'a jamais été, une commodité. Le silence fut si complet que la musique elle-même paraissait lointaine, au point qu'un violoniste baissa les yeux vers sa partition, comme s'il craignait d'avoir raté son entrée. Clara sentit ses doigts se refroidir dans ses gants. Adrien venait de franchir une frontière que nul de leurs échanges privés n'avait encore franchie. Il ne se contentait plus de la défendre, il la déclarait. Miss Vale fit un petit pas de côté, non par grâce, mais pour se reprendre. « Je ne comprends pas, » dit-elle, avec une douceur qui n'avait plus de conviction. Si tout cela n'était qu'un malentendu, pourquoi tant d'assiduité? Pourquoi cette protection constante? Adrian regarda Clara, puis revint à Béatrice, parce qu'il est des choses qu'un homme découvre trop tard et qui deviennent alors plus sérieuses que ses intentions premières. Le mot tomba dans la salle avec assez de poids pour que plusieurs sourcils se lèvent. Lady Duncombe n'était pas femme à ignorer une faille de ce genre. Vous voudriez nous faire croire, milord, que l'amitié de Miss Ashford n'a rien d'équivoque, alors que vous-même vous n'avez pas quitté son côté depuis des semaines. Adrienne ne sourit pas. Sa réponse fut simple, presque sèche. Je ne voudrais pas vous faire croire quoi que ce soit. Je vous dis seulement que je n'ai plus l'intention de laisser Miss Ashford subir les interprétations de tout un salon. Il y eut un murmure, puis un autre. On sentait déjà que la phrase serait reprise, transformée, transmise. Clara comprit alors qu'il ne reculerait pas, qu'il ne cherchait pas à lui offrir une politesse de plus, mais à prendre la société à témoin de sa résolution. Le risque était réel. Lady Helena le voyait bien, Béatrice aussi, et tous ceux qui regardaient désormais pouvaient deviner qu'une maison entière allait devoir se prononcer. Lady Helena, très droite, s'avança d'un pas. Pour la première fois de la soirée, sa voix ne fut pas glacée. « Adrien, vous n'aviez pas besoin d'aller si loin. »« Si, mère. » Le mot fut prononcé sans dureté, mais sans retour. Puis il prit une respiration, et sa voix se fit plus claire encore, parce que ce qu'il allait dire ne pouvait plus rester sous le voile des demi-teintes. « Je ne demande à personne ici de faire semblant. Si je me trompe, il me faudra emporter seul la honte. Mais si je ne me trompe pas, alors Miss Ashford n'aura pas à supporter seule les conséquences de mon silence. » Il se tourna vers Clara. « Et moi, je ne souhaite plus me taire. » Le monde sembla se pencher vers eux. Clara leva les yeux, incapable cette fois de cacher son trouble. Elle entendit son propre sang battre. C'était à la fois trop public et trop intime, trop dangereux et trop juste. Elle ne répondit pas, mais elle ne se détourna pas non plus. C'était assez pour que tout le monde voie qu'elle restait. Béatrice, très pâle désormais, comprit qu'elle venait de perdre beaucoup plus qu'une simple préférence. Lady Duncombe se remit à respirer, avec une précision polie. Madame March, au bord du salon, avait l'air d'une femme qui voit enfin une affaire devenir vraie sous ses yeux. Et Adrien, sans attendre davantage, lui offrit son bras devant tous, comme un homme qui a cessé de croire qu'il pourrait garder le silence sans perdre la femme qu'il veut. Le matin où ils partirent enfin pour le nord, la pluie avait cessé, mais le ciel demeurait couleur d'étain. Devant la maison de Berkeley Square, les chevaux fumaient dans l'air froid, et les domestiques allaient et venaient, avec cette hâte retenue qui annonce un grand départ. Les coffres étaient déjà arrimés derrière la berline. Clara, enveloppée dans un manteau sombre, tenait son petit sac contre elle, avec une fermeté presque absurde, comme si ce mince objet pouvait encore la protéger des derniers bouleversements. Adrien, debout près de la portière, vérifiait une dernière fois les sangles d'une malle. Il avait cette vigilance nouvelle des hommes qui se savent observer et se sont enfin décidés à agir comme ils parlent. Madame March, venue les accompagner jusqu'au perron, ajusta le voile de Clara d'un geste maternel. « Vous n'êtes pas obligé de sourire à votre belle-sœur avant l'heure, » murmura-t-elle. Clara eut un bref souffle amusé. « Je tâcherai de ne pas m'en servir comme d'une arme. »« Faites attention, » répondit Mrs. March. Une femme blessée a parfois de meilleurs réflexes qu'un homme entraîné.
Un mouvement dans l'allée les interrompit. Lady Helena descendait les marches avec Eleanor. La dowager portait un manteau de voyage couleur prune et un chapeau discret, mais sa présence suffisait à ordonner tout ce qui l'entourait. Eleanor, à son bras, semblait soulagée et nerveuse à la fois. Lady Helena s'arrêta devant Clara. « Mademoiselle Ashford, milady. » Elles se regardèrent une seconde, et Clara y lut quelque chose de rare chez cette femme. Non pas de la tendresse, mais une décision. « Je ne suis pas venue vous adresser des excuses inutiles, » dit Lady Helena. « Je crois qu'elle serait moins honnête que le silence. Mais je voulais vous dire que si vous choisissez de venir au Nord, vous n'y serez pas tolérée comme une spectatrice. Vous y serez reçue comme la personne que mon fils a décidé d'honorer. » Clara sentit son cœur se serrer d'une émotion presque douloureuse. « Merci, milady. » Lady Helena inclina la tête, comme si ce merci lui suffisait et la gênait tout à la fois. Adrian se tourna alors vers Clara. Il avait le visage plus grave qu'à Londres, débarrassé enfin de cette légèreté qui lui servait de cuirasse. « Avant d'entrer en voiture, dit-il, je voudrais vous remettre quelque chose. » Il sortit de la poche intérieure de son manteau une petite boîte de maroquin noir. Clara la regarda sans la prendre tout de suite. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ouvrez-la. » À l'intérieur reposait un simple anneau de famille, or pâle, sans pierre, mais gravé à l'intérieur d'une devise ancienne des Renford. Ce n'était pas une bague de fiançailles flamboyante, ni un bijou destiné à éblouir. C'était pire et mieux, un signe de maison, de sérieux, de passage irrévocable. Clara leva les yeux, surprise malgré elle. Adrien. « Je ne vous demande pas de le porter comme un engagement définitif, si vous ne le souhaitez pas encore, » dit-il à voix basse, assez bas pour que les autres n'entendent pas. « Mais je veux que vous sachiez que je ne parle plus à travers des arrangements. Je vous demande de venir à moi en personne, devant mon père, devant ma mère, devant qui il faudra. Et je veux que vous sachiez aussi que si vous le faites, je ne vous cacherai plus derrière des convenances commodes. » Sa voix n'avait rien de pressant. C'était au contraire ce qui la rendait si dangereuse. Clara regarda l'anneau, puis son visage. « Et c'est très solennel pour un homme qui riait encore il y a peu quand je disais partir. » Il eut un sourire bref, presque douloureux. « Je sais. » Elle tendit la main, non pour prendre l'anneau, mais pour toucher un instant la boîte. Ce minuscule contact lui fit plus d'effet qu'elle n'aurait voulu. « Je ne veux pas d'un symbole si vous ne pouvez pas le porter jusqu'au bout, » dit-elle. « Je le peux. Je ne parle pas de courage, je parle d'isolement. » Il la regarda très franchement. « Alors laissez-moi vous dire la vérité entière. Mon père a répondu à ma lettre. Il veut vous voir, il veut me voir avec vous. Et il a fait savoir, par retour de courrier, qu'il n'admettrait pas de femme à demi choisie dans sa maison. Si je vous présente comme ma future épouse, il attendra que je le soutienne sans vaciller. » Clara sentit la pression du monde se resserrer, à nouveau autour d'elle. « Et si je refuse ? Alors, il me faudra le supporter. Mais je préférerais que vous ne refusiez pas seulement par peur de ce qu'il représente. » Elle le fixa un instant, puis prit l'anneau entre ses doigts. Il était froid, simple, presque austère. « Vous êtes donc venu jusqu'ici pour me demander plus que de l'obéissance. Oui, vous me demandez de vous suivre dans une maison qui pourrait me juger sévèrement. Oui, devant un père qui n'a jamais voulu qu'on lui tienne tête. Oui, il n'y avait plus rien à enjoliver entre eux. » Clara referma la boîte avec lenteur. « Alors je vous demanderai à mon tour quelque chose. » Il se redressa aussitôt, attentif. « Ne me promettez pas une sécurité que vous ne pouvez pas garantir. Promettez-moi seulement que si votre père me juge, vous ne m'abandonnerez pas à son jugement pour vous sauver vous-même. » Le regard d'Adrien s'assombrit d'une émotion nette. « Je vous le promets. » Elle soutint ce regard un long moment. Puis elle fit glisser la petite boîte dans sa paume. « Dans ce cas, je viens. » Quelque chose se relâcha dans sa poitrine, si visiblement qu'il lui fallut détourner la tête une seconde. Mais il se reprit vite, car le perron n'était pas vide. Eleanor, les yeux brillants, observait sans dissimuler son soulagement.
Lady Helena avait déjà compris, elle, que la décision venait d'être prise et qu'elle ne pourrait plus être retirée sans humiliation. « Alors nous serons en route avant midi, » dit Adrian. Clara hocha la tête. Il prit seulement un instant sa main, et cette fois le geste n'avait rien de secret. Il se fit devant la famille, devant les valets, devant Mrs. Marsh, qui regardait avec une indulgence sévère, devant Lady Helena, qui ne détourna pas les yeux. Une main donnée dans le froid du matin, après tant de malentendus, valait ici presque autant qu'une déclaration. Puis le cocher ouvrit la portière. Clara monta, s'arrêta un instant avant de s'asseoir et regarda encore une fois la maison de Berkeley Square, le ciel gris, les coffres, les visages qui l'entouraient. Elle savait désormais que ce voyage ne serait pas une fuite discrète, mais une entrée franche dans la demeure du père, au cœur même du jugement. Adrian monta après elle, referma la portière et s'assit en face d'elle. La voiture s'ébranla, et pour la première fois, elle ne se sentit pas entraînée. Elle se sentit choisie. Le matin s'était levé sur Ranford Hall avec une pâleur d'argent. Les pelouses du nord luisaient de rosée, et 2 carrosses attendaient devant la façade de pierre, chevaux frappant le sol avec impatience. Dans la chambre que Clara occupait depuis 3 jours, le feu brûlait bas. Sur une chaise reposait sa robe de mariée, simple, claire, en satin ivoire. Elle n'avait voulu ni dentelle trop riche, ni brocart. Madame Marsh, arrivée la veille comme témoin bienveillant, referma le couvercle d'une malle. « Voilà, dit-elle, c'est tout à fait ce qu'il faut. » Clara sourit sans quitter la fenêtre des yeux. « Une malle de moins ou de plus ne change rien à ce que je ressens. Heureusement, les mariages seraient bien plus fatigants, sinon. » Des pas résonnèrent dans le couloir. Eleanor entra, les joues un peu roses, et s'arrêta en voyant Clara debout près du miroir. « Oh » souffla-t-elle. Clara se retourna. Eleanor avait les mains jointes sous son châle. « Vous êtes très belle, » dit-elle simplement. Cette simplicité toucha Clara plus qu'un flot de compliments. Elle s'approcha d'elle et lui prit les 2 mains. « Merci, Eleanor. » La jeune fille eut un sourire tremblant. « Père vous attend dans la bibliothèque. Il a dit qu'il voulait vous voir avant la cérémonie. » Madame Marsh leva un sourcil. « Voilà qui mérite d'être noté. Les vieux comtes ne demandent jamais à voir une jeune femme avant de l'admettre. Ils la convoquent ou ils la tolèrent. » Clara inspira lentement. Depuis son arrivée au nord, le comte de Ranford n'avait dit à personne s'il approuvait ce qui se jouait sous son toit. Il avait observé, posé 2 questions, corrigé 2 détails dans la maison, interrogé Adrian sur ses intentions avec une froideur presque clinique, puis plus rien. Elle prit son voile, non pour se cacher, mais parce qu'il appartenait au jour, et descendit avec Eleanor et Mrs. Marsh par l'escalier principal. Dans le hall, Adrian l'attendait. Il portait un habit sombre, sobre, impeccablement taillé. Il n'avait pas l'air du jeune homme brillant de Londres. Il avait l'air d'un homme résolu à demeurer debout devant sa propre vie. Quand il la vit, il fit un pas vers elle, puis se retint. « Clara, » dit-il à voix basse, elle s'arrêta devant lui. « Vous êtes en avance. » Je ne pouvais pas attendre davantage. Il leva la main, hésita, puis effleura du bout des doigts le bord de son voile. « Mon père veut vous voir avant que nous allions à la chapelle, » dit-il. « Et vous ?» Il soutint son regard. « Moi, je vous veux à côté de moi partout, même là où ce sera plus difficile. » Madame Marsh derrière eux toussa discrètement. « Je crois, mon cher, que le reste de la maison a déjà deviné vos intentions. Vous pouvez parler plus bas si vous tenez à un semblant de discrétion. » Un coin de la bouche d'Adrien bougea, puis il tendit le bras à Clara. Elle le prit. La bibliothèque du comte se trouvait au bout d'un couloir boisé, entre 2 hautes fenêtres donnant sur le parc. Le feu éclairait les rayonnages, le bureau massif, les cartes du domaine. Le vieux comte de Ranford se tenait près de la cheminée, droite malgré l'âge, les tempes grises, le visage fermé par des années d'autorité. Lady Helena était assise un peu en retrait. Quand elle regarda Clara, il y eut dans ses yeux une netteté nouvelle. Le comte inclina la tête. « Miss Ashford », Clara fit une révérence. « Milord ». Il la considéra longuement, puis se tourna vers son fils.
C'est donc elle, dit-il à Adrien. Oui, père. Celle pour qui vous avez choisi de faire offense à votre famille. Celle que je compte épouser, répondit Adrien. Le comte ne broncha pas. Vous avez l'air sûr de vous aujourd'hui. Parce que je ne joue plus. Le silence fut si net qu'on entendit dehors le cri bref d'un jaille dans le parc. Le vieux lord fit quelques pas, puis s'arrêta devant Clara. J'ai reçu vos réponses, mademoiselle. On m'a dit que vous n'étiez pas de celles qu'on achète avec des égards. Clara répondit avec calme. J'espère, milord, qu'on peut dire de moi au moins cela. Le comte eut un très léger mouvement au coin de la bouche. On m'a également dit que vous avez refusé de rester dans la maison de mon fils, quand vous avez compris qu'on vous y traitait avec légèreté. C'était bien. Adrien serra la mâchoire. Le comte se tourna vers lui. Vous avez été sot. Oui, père. Et vous l'avez admis? Oui. Il y eut un autre silence. Puis le vieux lord revint à Clara. J'ai assez vécu pour savoir qu'une femme qui sait quitter une maison au bon moment peut en bâtir une autre avec plus d'honneur qu'un homme timoré. Si vous épousez mon fils, il aura intérêt à vous mériter. Clara sentit quelque chose se desserrer en elle. Lady Helena releva enfin la tête. Le comte ajouta d'une dureté sèche qui cachait mal son consentement. Je ne vous promets pas de tendresse, ce n'est pas mon habitude, mais je ne vous contrarierai pas. Adrien expira à peine. Clara inclina la tête. C'est davantage que je n'osais espérer, milord. Vous avez l'air d'une femme qui espère peu. C'est peut-être un tort. Elle le regarda, surprise de cette étrange forme de bonté. Alors le comte fit un geste bref. Eh bien, allez donc vous marier. Ne me laissez pas dans cette pièce à ruminer plus longtemps. Le soulagement d'Adrien fut presque visible. Il se tourna vers Clara, avec une intensité qui lui serra la poitrine. Voilà, dit-il à mi-voix. Nous y sommes enfin. Il sortit de la poche intérieure de son habit la petite boîte de maroquin noir qu'elle avait déjà vue, l'ouvrit devant elle, et l'anneau simple, gravé à l'intérieur, brilla faiblement dans la lumière du matin. « Clara, dit-il, je ne vous ai pas assez bien connue quand je vous ai demandé de mentir pour ma maison. Aujourd'hui, je vous demande la vérité. Pas parce que cela me sauvera, parce que je ne veux plus rien de vous qui ne soit voulu. Voulez-vous m'épouser ?» La question la prit à la gorge. Elle regarda l'anneau, puis son visage. Elle pensa au salon de Londres, au rire mal placé, au départ douloureux, à l'école de Marylebone, à la pluie sur la voiture, aux nuits où elle s'était crue provisoire. Puis elle le vit, lui, debout devant son père, devant sa mère, sans se cacher. « Oui, dit-elle. Sa voix trembla à peine. Adrian prit l'anneau et le glissa à son doigt, avec un soin presque religieux. Le vieux comte détourna légèrement la tête. Lady Helena ferma les yeux un instant, puis les rouvrit avec une gravité nouvelle. Adrian porta la main de Clara à ses lèvres. Ce geste simple fit plus pour eux que bien des mondanités. Il y avait là la parole donnée, la maison du Nord qui ne l'avait pas rejetée, le père qui n'avait pas dit non, la mère qui avait cessé de s'opposer, et Clara qui ne partait plus sous un nom qu'on lui imposait. Dehors, les valets chargeaient les dernières malles dans le carrosse nuptial. Les coffres, qui avaient autrefois signifié le départ, allaient maintenant vers une autre maison. Le comte se racla la gorge. « Si vous voulez arriver à la chapelle avant midi, vous feriez mieux de sortir d'ici maintenant. » Mrs. Marsh, apparue à la porte, eut un petit rire étouffé. « Voilà une bénédiction presque aimable, » murmura-t-elle. Clara, encore bouleversée, se tourna vers Adrian. Il lui offrit son bras. Cette fois, elle le prit sans hésitation. Ils traversèrent ensemble le hall, franchirent le perron et montèrent dans la voiture sous les yeux de toute la maison. Les coffres déjà arrimés n'étaient plus le signe d'une fuite humiliée, mais celui d'une vie choisie. Quand le carrosse s'ébranla sur l'allée froide, Clara, à côté de l'homme qu'il avait enfin choisi en public, sut qu'elle ne quittait plus rien. Elle allait vers sa propre maison.